Tout le monde, bonsoir et bienvenue à ce live de lancement avec Christian Niemek et Ludovic Machette. On va juste attendre qu'ils arrivent. Donc c'est pour le lancement de ce livre qui est juste là, qui paraît demain aux éditions Cherche Midi. Donc vous connaissez ces auteurs pour Alabama 1963. Qui est sorti maintenant il y a 2 ans. Ouais, il est sorti en 2020 de mémoire, oui, c'est ça. Il est sorti en poche depuis. Donc, je pense que vous êtes nombreux à l'avoir découvert en poche, sûrement. Et donc, aujourd'hui, plutôt demain, ils vont sortir celui-là qui s'appelle America avec un S entre crochets. Ils ont changé de registre. Ce n'est plus un polar, donc pas de scoop particulier, pas de spoil particulier. Vous pouvez le découvrir sur la quatrième. C'est pas un polar, c'est plutôt de la littérature générale. Mais bon, on retrouve cette écriture extrêmement visuelle qu'on avait dans Alabama 1963. Et là, celui-là, c'est sous forme de journal. Donc, le journal d'une jeune fille. Ils sont là. Parfait. Voilà. Bon. Nickel. Bon, c'est une première pour nous. Bon, il n'y a pas de souci. Comment ça va? Très bien. Eh ben, ça va très bien. On était impatients, donc on attendait. On se disait bon, alors comment ça marche? Elle va nous appeler, on va devoir décrocher. Pas du tout. C'est pas grave. Ouais, écoute, on y arrive. Bon, eh ben sinon ça va très bien. On est super impatient un petit peu d'être quand même à demain pour voilà le jour officiel de sortie. On attend ça avec impatience depuis un petit moment, donc ça y est, le jour est arrivé, donc voilà. Maintenant, le sort en est jeté. Enfin, j'ai envie de dire, enfin, le jour est arrivé. Ouais. Oui. Ouais. Mais en même temps, on reçoit tellement de messages, on reçoit plein de messages hyper encourageants, donc ça. Ouais, ça fait vachement plaisir. Ça fait plaisir. Et puis, alors, je sais parce que tu avais commenté une petite publication hier sur Instagram qui annonçait, mais en fait, a priori, c'est toujours pas officiel, donc on peut pas en parler. Mais en fait, voilà, on sait qu'on est nommé pour un prix, donc America est nommé pour un prix, donc voilà, ça nous rassure aussi. Donc on peut pas encore en parler, a priori c'est toujours pas officiel, mais dès que ce sera officiel, on mettra un post sur notre Instagram. Super. Oui, effectivement, vous avez déjà des premiers retours sur America, les personnes qui l'ont déjà lu à l'avant-première, en fait. Oui. Ouais. Bah des libraires et des Instagrammeurs. Donc et c'est vrai que pour l'instant c'est plutôt positif. Et vous aviez une petite appréhension, j'ai l'impression? Non, pas du tout, ça allait? Si ça, ça va mieux, ça va un peu mieux maintenant parce qu'on a eu beaucoup de retours très positifs. Donc voilà. Mais c'est vrai que ça a été compliqué il y a quelques semaines, quelques mois même. Au moment de l'envoyer à l'éditeur, ça a été terrible parce que comme il savait pas du tout de quoi ça parlait, on n'avait pas voulu lui dire. Ça nous plaisait bien de lui faire la surprise, mais on avait voulu faire les malins en fait. Et pendant l'écriture, pas de questions. On a vraiment écrit ce qu'on avait envie d'écrire. Lui n'était pas au courant, il a accepté de jouer le jeu et puis à un moment il a quand même fallu décider d'une date de sortie et il a décidé de la date de sortie sans avoir rien lu, sans savoir de quoi ça parlait. Quand on lui a dit que c'était fini, il dit bon bah ok, ça sort en mars et on était en novembre et il avait arrêté le 10 mars et on s'est dit mais il faut quand même qu'il dise quelque chose quoi. Donc là on lui a envoyé, mais c'est vrai qu'avant de presser sur le bouton envoi, on a eu un peu peur. On a eu un peu peur parce qu'on s'est dit si ça lui plaît pas, on est mal. Et puis même après, cela dit, même quand ça lui a plu à lui, on avait peur que ça plaise pas aux libraires, on avait peur que ça plaise pas aux gens. Enfin, on a tellement pas envie de décevoir les gens qui ont aimé le premier. Ça met la pression, hein. Faut pas se mentir.
voilà, on n'a pas envie que ça s'arrête là, donc on aimerait mieux que ça marche, quoi. J'ai envie de dire quelle confiance, votre éditeur. Ah oui, l'éditeur. Alors lui, l'éditeur, il a vraiment beaucoup aimé. Il nous a, voilà, je vais pas dire tout ce qu'il nous a dit parce que c'était vraiment très très bien et là, ça nous a rassurés. Donc effectivement, là, quand il nous a dit tout ça, on avait quand même le regard d'un professionnel. Donc on s'est dit bon, il sait de quoi il parle, mais en fait, forcément, on débute dans l'écriture de romans, donc on a vraiment constaté qu'on redémarrait à chaque fois de zéro, que le succès d'Alabama ne garantissait absolument pas que le deuxième allait marcher de la même façon, allait plaire, et surtout qu'on a pris une option assez gonflée, déjà de pas reprendre une trame avec une enquête policière et de se mettre à hauteur d'une jeune adolescente. Donc c'était quand même gonflé et risqué. Donc tant qu'on écrivait, on était vraiment dans le truc, on était dans l'énergie, on se posait pas de questions. Mais par contre, maintenant, effectivement, quand il a fallu, il y a quelques mois, être confronté à des regards extérieurs, on s'est vraiment demandé comment ça allait être pris. Mais là, voilà, pour l'instant. De toute façon, maintenant, c'est trop tard. On peut plus rien faire. Mais voilà, pour l'instant, on a de bons retours. Donc voilà, on verra. Moi, je vous l'ai dit hier, mais j'ai envie de le redire. Quel talent vous avez, quel talent. Franchement, vous avez changé de registre. Et alors, personnellement, j'ai préféré America. Parce que c'est hyper touchant, je trouve. Parce que c'est immersif. Eh ben, ça nous fait plaisir. Ça nous fait plaisir parce que c'était vraiment un pari. On sait que les gens ils vont comparer forcément. Ouais, que les gens, voilà, on a peur qu'ils comparent et c'est pas comparable. Ce sont vraiment deux livres totalement différents. Et est-ce que on allait plaire autant aux gens dans un autre registre? Mais ce qui nous plaît aussi, c'est que de tous les retours soulignent que malgré tout, malgré ce changement de cap, on nous reconnaît dans ce livre et on reconnaît notre écriture. On nous retrouve. Donc ça nous fait vraiment plaisir. Cette écriture hyper visuelle qu'on retrouve ici, en fait. Je vous le disais hier, hein, on n'a pas besoin d'un film pour se faire l'idée de votre livre. C'est gentil. Alors ça, je pense que ça sera vraiment. De toute façon, c'est notre écriture. Donc on écrit encore nos livres. Donc je pense que c'est un peu normal qu'on nous retrouve et ça, on en est très très content de ces remarques-là. Après, on l'a pas écrit. On n'a pas essayé de faire complètement différent. Il y avait beaucoup de dialogues, par exemple, dans Alabama. On s'est pas dit on va montrer qu'on sait écrire un livre sans dialogue ou des choses comme ça. Ça, on s'en fiche complètement. Enfin, on veut. Après, c'est vraiment notre ADN d'écriture, ça. Donc je pense que ce sera une constante a priori de ce qu'on fera par la suite. On nous dit que c'est cinématographique, mais on voit. Enfin bon, sans doute, hein, parce que tout le monde nous le dit. Donc ça. Mais voilà. Oui, on voit pas ce qu'il y a de plus cinématographique dans notre écriture que dans l'écriture des autres auteurs. Ça vraiment, ça nous échappe totalement, quoi. Alors, pour Alabama, par exemple, dès la première page, on voit cet insecte. Et ça, on le voit pas dans les autres histoires. Enfin, je veux dire, dans un autre livre, on le voit pas. Chez vous, on le voit. Je veux pas dire trop, parce que sinon, je veux que les personnes découvrent. Mais vous voyez très bien de quoi je parle. Et c'est ça que je trouve qui est hyper cinématographique. Ça, pour le premier chapitre, je suis d'accord. Ouais. Parce que le premier chapitre d'Alabama, pour être franc, on a aussi une écriture un petit peu différente dans ce premier chapitre d'Alabama, qui est un peu plus, on va dire, peut-être poétique. Et c'était aussi pour montrer
que on savait faire. Voilà, on savait écrire de cette façon-là. Et après, on est rentré un petit peu plus dans une écriture, bah oui, moins poétique, plus directe. Mais ce premier chapitre, c'était aussi pour montrer au lecteur que, bah oui, on savait faire ça, quoi, mais que c'était pas forcément comme ça qu'on avait envie d'écrire tout le livre. Oui, mais je pense qu'on est resté là. On vous retrouve tout le temps. On le voit, on voit ce qui se passe. Je sais pas. Moi, quand je lisais America, j'étais sur la route 66. Mais j'étais vraiment. Bon. C'est ça qui est. Effectivement, il y a des livres. Ça immersif. Mais là, on était avec elle. On était avec Amy. On voulait ça. C'est pour ça aussi qu'on a écrit au présent. À un moment, on a essayé, on s'est dit tiens, on va voir ce que ça donne au passé. D'instinct, on l'avait écrit au présent, et puis on s'était dit quand même le passé, ça fait un peu plus littéraire, machin. Donc on a commencé à le réécrire au passé. On s'est dit c'est un peu idiot de quitte à faire quelque chose qui se passe en 73 et à faire ce voyage, autant le faire en direct avec elle plutôt que finalement elle nous le raconte, qu'elle nous dit j'ai fait ci, j'ai fait ça, je suis allé là. Et puis aussi, en utilisant le passé, quelque part, on s'était dit qu'on s'inquiéterait un peu moins pour elle, puisque de fait, elle s'en était sortie. Elle avait, voilà, l'aventure était terminée. On pouvait même imaginer à la limite que c'était une vieille dame qui était dans son lit et qui racontait ça. Et donc voilà, il y avait un côté un petit peu moins angoissant et du coup présent, tandis que là, tout ce qu'elle découvre, on le voit à travers ses yeux en direct. Et on le vit avec elle. Et on le vit avec elle. En tout cas, c'est ce qu'on a voulu faire. Et ouais, pour nous, le présent s'était imposé spontanément. Et quand on a essayé de refaire, ça faisait des jolies phrases. Oui, ça faisait des jolies phrases, mais on était moins avec elle. Alors, juste avant qu'on continue, parce qu'effectivement, il y a du monde qui nous rejoint. Alors, petite chose, pour tous ceux qui ont des questions, vous avez une petite icône en bas à droite avec un point d'interrogation. Vous pouvez les écrire là, après je les poserai. Et est-ce que vous pouvez nous faire, Ludovic et Christian, un petit pitch de l'histoire d'America, pour ceux qui l'ont pas lu forcément, qui vont le découvrir demain? Ah bah oui, je pense qu'il y a, je sais pas si beaucoup de gens, parmi les gens qui suivent le live, ont pu le lire. Juste un truc, je vois des petits cœurs qui passent là, qui montent. C'est des gens qui envoient ça ou c'est quoi ça? Ça fait tout. D'accord. C'est ça. D'accord. C'est les gens qui nous envoient des petits cœurs. D'accord. Du coup, voilà. Alors, là, c'est pas grave. Alors là, ce qui va se passer, peut-être que vous n'allez pas avoir forcément beaucoup de monde qui va les regarder aujourd'hui, là maintenant. Vous voyez les petits cœurs là? Du coup. Ah ouais. Et par contre, il va être un replay, parce que là, je sais qu'il y a du foot ce soir. Bon, voilà, il y a pas mal de choses. Mais il reste un replay, le live, donc il peut être regardé tout le temps. Et en plus, il sera sur ma chaîne YouTube. Donc, même sur Instagram, on peut le voir. Donc, ça permet de... Voilà. Donc, effectivement, là... Bon, je pense qu'il va y avoir du monde qui va arriver au fur et à mesure, mais effectivement, tout le monde ne l'aura pas forcément lu. Et effectivement, ça nous intéresse de savoir un petit peu de quoi il parle. Ouais. Alors, c'est l'histoire donc d'une jeune fille qui s'appelle Amy, dont la sœur aînée a quitté la maison un an auparavant pour réaliser son rêve, qui était de devenir playmate à Los Angeles. Donc, elle est partie comme ça en pleine nuit. Elle a promis à sa petite sœur de lui écrire, et puis en fait, Amy n'a plus de nouvelles. Elle s'inquiète un petit peu, et parallèlement, elle a perdu sa meilleure amie, Sandy, qui a été fauchée par une voiture devant elle. Donc tout ça remet à la chamboule et remet beaucoup de choses en question dans sa vie. Et elle décide de partir rejoindre sa sœur à Los Angeles. Et elle s'en va donc avec son sac à l'aventure en bus et en stop à travers les États-Unis pour rejoindre Los Angeles depuis Philadelphie. Donc tout ça se passe dans les années 60. Je ne sais pas si je l'ai dit. Donc ce qui explique aussi le stop, puisque dans les années 70 c'était vraiment un moyen de locomotion très très utilisé par tout le monde. D'ailleurs, voilà, il y a même des gens qu'elle rencontre qui lui disent qu'ils voyagent beaucoup en stop, et
Et il y avait, c'était pas difficile, de traverser les États-Unis. Moi, j'ai des amis qui ont traversé toute l'Europe en stop à cette époque-là, et c'était vraiment, on voyait beaucoup de gens faire du stop dans ces années-là. Ce qui est difficile, c'est de le faire à cet âge-là. Voilà, parce qu'elle est jeune dès le départ. Quand on lui demande son âge, elle annonce 16 ans, mais on comprend très vite qu'elle triche un petit peu. Donc voilà, on découvrira petit à petit en fait qui elle est vraiment et quel âge elle a. Parce qu'elle ment sur son Elle ment aussi sur son prénom parce qu'elle est persuadée que ses parents ont appelé la police, qu'elle a la police à ses trousses et donc à chaque personne qu'elle rencontre, elle donne un faux nom pour essayer de brouiller les pistes. C'est une fille, ce qui explique aussi son inconscience, c'est son âge. C'est une jeune adolescente. Donc, quand on est ado, on n'a peur de rien. Rien n'est un problème. On se pose pas de questions. Elle se dit, je veux rejoindre ma sœur à Los Angeles. Je vais rejoindre ma sœur à Los Angeles. Elle a pas les inquiétudes, les angoisses que pourrait avoir une jeune femme de 30 ans, par exemple, à l'idée de traverser seule les États-Unis. Et comme elle est jeune aussi, ça explique que les gens la prennent aussi plus facilement en stop. On prend plus facilement en stop une jeune fille que un type de 40 ans plein de tatouages et de bagues et à l'air patibulaire. Donc tout ça joue en sa faveur. Et puis, puisqu'elle a perdu sa meilleure amie, elle n'a plus rien qui la retient. Voilà. Et d'ailleurs, elle le dit dès le départ. Voilà, je veux plus aussi de meilleure amie. C'est vrai qu'au départ, elle est méfiante. Elle se méfie des gens. Elle a plus envie de nouer des liens, en fait. Et l'idée de ce voyage, c'était effectivement qu'à travers tous les gens qu'elle rencontre, elle rencontre des gens qui représentent un petit peu des différents aspects des Américains de cette époque-là, et aussi effectivement qu'elle grandisse. Et c'est pour ça qu'on parle dans la 4e de couverture d'un road trip initiatique, parce que l'idée évidemment est que cette jeune fille n'est plus la même à l'arrivée, c'est plus la même jeune fille qu'au départ. Oui. Alors, on peut dire que c'est un journal, parce qu'en fait, c'est un journal au final. Elle le raconte. Elle le raconte au lecteur. En fait, on est voilà, notre idée, c'était vraiment que le lecteur ait l'impression d'être assis à côté d'elle dans la voiture et qu'elle lui parle, en fait, qu'elle nous parle. Et c'est drôle parce qu'une des premières personnes qui a lu le livre nous a dit, mais c'est incroyable, oui, j'avais l'impression d'avoir quelqu'un à côté de moi qui me parlait tout le temps. Et ça, c'est pareil, c'était un petit peu la volonté qu'on avait. Oui, on était avec elle, complètement. Je suis complètement d'accord. On était avec elle. On s'est attaché à elle. Et à Alabama, ça fait plaisir, hein, franchement. Oui. Nous, on espérait ce genre de retour. Après, qu'on l'aime autant, hein, ça nous va. Mais... Oui, bien sûr, mais il y a rien à dire. Mais je pense que c'est le fait que vous êtes passé d'une enquête policière à cette histoire qui est en fait une histoire générale. Enfin, il y a un peu de suspense, mine de rien, parce qu'on le voit. Enfin, moi, vers la fin, je me suis dit, oula, bon, vous savez pourquoi? Ouais. Tu vois Ludovic qui est là. Mais oui, donc en fait, il y a toujours un peu de suspense. C'est pour ça que effectivement, c'est très très intelligent de ne pas avoir fait au passé, parce que on ne sait pas ce qui va se passer. Et c'est ça, on ne sait pas si elle va arriver au bout. Oui, et puis alors évidemment, au cours de son voyage, elle rencontre des gens aimables et puis des gens quand même un peu moins aimables. Donc ça met aussi un petit peu de tension, parce qu'il y a des choses qui font aussi partie de la réalité. Donc après, les gens, c'est ce que je disais tout à l'heure, les gens qui s'arrêtent quand ils prennent en stop une jeune fille, ils sont plutôt bienveillants. Et puis malgré tout, les années 70, c'était aussi une époque où, aux États-Unis, il y a c'était le début pas le début, mais c'était quand même, il y avait le peace and love, il y avait le mouvement hippie, même si c'est la fin du mouvement hippie.
c'était quand même une société qui était en pleine mutation, en plein changement. Donc il y avait cette envie de terminer la guerre du Vietnam. Les gens étaient pleins d'espoir et étaient plutôt bienveillants parce que voilà, ils croyaient en l'avenir. Donc il n'y avait aucune raison d'être angoissé, de se montrer méchant avec cette jeune fille. Oui. Et puis effectivement, je pense qu'elle est très touchante malgré le fait qu'elle vante sur son âge. On le sent très vite qu'elle est jeune. Peut-être pas effectivement. La fin, j'étais quand même très étonnée de son âge. Je pensais pas qu'elle avait cet âge-là, parce que je suis maman et que mon fils est pas loin. Du coup, c'est vrai que je ne voyais pas du tout mon fils faire ça. Toujours compliqué pour les parents de s'imaginer que ses enfants peuvent penser telle ou telle chose. Mais il y a des choses qu'on lui a prêtées, qu'elle dit et qu'elle pense, qui sont à cet âge, qu'on pensait nous à cet âge-là. D'accord. C'est pour ça que alors je dirais pas forcément lesquels, mais donc voilà. Après, elle est aussi dans un milieu un petit peu particulier qui l'a obligée aussi à être un petit peu plus mûre avant les autres, parce que c'est pas un cadeau, quoi. Donc elle s'est aussi construite avec ça. Les épreuves de la vie qu'elle a eu à subir aussi, effectivement, complètement. Oui, qui font qu'elle est peut-être un peu plus armée. On a dans notre entourage, on a des amis qui ont des enfants de cet âge-là, et d'une famille à l'autre, il y a des maturités qui sont pas du tout les mêmes. Et déjà, c'est pour ça aussi qu'on a pris une fille, parce que les filles sont généralement plus mûres que les garçons au même âge. Oui. Et puis là, on est dans les années 70. C'est pas le même enfant d'aujourd'hui, clairement. Non. Donc oui, c'est ça aussi. Il y a aussi cette innocence. Moi, je me rappelle quand j'étais gamin, je me baladais en pleine campagne, je faisais des kilomètres tout seul, petit. Personne n'a jamais pensé qu'il pouvait m'arriver quoi que ce soit. Et je pense que maintenant, les parents, ils hésitent à laisser leurs gamins se balader comme ça, seuls pendant des heures dans une forêt. Voilà, Non, mais ça me fait rire que ses parents l'envoient dans la forêt tout seul. Ouais, j'allais. Pose-toi des questions. Désespérément essayer de me perdre. Je retrouvais mon chemin. J'ai un sens de l'orientation inné, manque de bol pour eux. Mais effectivement, voilà, j'allais me balader tout seul et même j'ai habité à l'étranger et je me baladais tout seul dans des pays étrangers et j'allais loin et je me baladais, oui, dans des endroits. Voilà, où effectivement, mais à l'époque, il n'y avait pas du tout ce mauvais esprit qu'il peut y avoir maintenant, à raison. Alors, je dis pas qu'il se passait rien dans les années 70, parce qu'il y avait, la violence était toujours là, mais je pense qu'on en parlait quand même beaucoup moins. Ouais. Et en tout cas, quand on est jeune, on n'a pas conscience de ça. Elle se dit pas du tout, je vais traverser les États-Unis, je suis folle, c'est dangereux. Et elle aborde les choses avec tellement de fraîcheur et d'innocence que en fait, il y a un moment, ce qu'elle reçoit aussi, c'est de la bienveillance. Oui, c'est vrai. Et oui. Alors effectivement, alors moi, je veux le dire. Vous en parlez un petit peu dans la 4e, donc je peux le dire. À travers cette histoire, on vit l'histoire des États-Unis, clairement, cette période. Oui. Déjà, c'est très musical. Oui, pardon. Non, notre envie aussi, c'était de vraiment mêler le vrai et le faux. Déjà de plonger les gens, plonger les gens dans vraiment cette époque-là, qui se retrouvent cette semaine-là, ouais, aux États-Unis. Ça, c'était notre volonté. En plus, 73, qui nous plaisait aussi, c'est que, l'époque. Effectivement, déjà, il n'y a pas de téléphone portable, il n'y a pas de, donc ça permet des vraies rencontres. Aujourd'hui, vous faites du stop. Enfin, on prend des jeunes en stop. Très souvent, ils sont sur leur téléphone. Oui. Voilà, quoi. Il n'y a pas d'échange. À l'époque,
voilà, tu avais des vraies rencontres, quoi. Donc 73 pour ça aussi. Et donc oui, effectivement, l'idée c'est de plonger les gens dans cette époque. Tu avais dit un truc sur la musique. Oui, c'est moi qui peux demander. Il y a beaucoup de musique. Il y a beaucoup de musique dans ce livre. On aime. Il y en a pas mal dans Alabama, mais il y en a plus encore dans celui-là. Ouais. Et puis, ce qui nous plaisait aussi, c'est d'immerger le lecteur grâce à la pop culture, en fait. De parler de musique, des acteurs, des séries de l'époque. C'est des choses qui peuvent. Alors, au départ aussi, on s'est demandé, et puis on a fait lire à des jeunes qui n'avaient jamais entendu parler, parce que là, on apprend assez vite que l'héroïne est amoureuse d'un acteur qui s'appelle Ryan O'Neal. Il y a plein de gens qui ont le livre qui ont jamais entendu parler de Ryan O'Neal. Bon, ben voilà, et qui n'ont jamais. Il y a une libraire qui était amoureuse de Ryan O'Neal quand tu as été jeune. Voilà. Oui, il y a une libraire qui nous a dit, mais c'est incroyable, j'ai l'impression que vous avez écrit ce livre pour moi. Mais en fait, voilà, si on connaît pas Ryan O'Neal et si on connaît pas cette musique, si on connaît pas, c'est pas gênant. C'est pas grave. Elle rencontre Bruce. Pour les gens qui le connaissent pas, elle rencontre un type qui s'appelle Bruce, qui est très sympathique et qui est musicien, chanteur, et voilà. Donc ça, c'est pas. Enfin, en tout cas, les gens qui l'ont lu, qui connaissaient pas. On a une amie qui connaît vraiment très peu la culture américaine et ça, elle a adoré, quoi. Donc. Ah oui, mais ça nous apprend des choses. Enfin, au niveau de la musique, moi, j'ai envie de donner une idée à Benoît de nous faire une playlist. Parce que je crois qu'il l'a fait. Génial. Ouais, c'est sur Spotify, sur Deezer, même sur YouTube, il a fait ça. Ouais. Super. Ouais, parce que là, franchement, ça doit être génial. En fait, moi, je faisais ça. Quand vous commenciez à parler d'une musique qui était à la radio comme ça, je la mettais et je continuais à lire. Et j'avais l'impression d'y être. D'accord. Bah oui, mais c'était vraiment immersif. Il manquait plus que les. Il ne manquait plus que le confort du siège arrière ou voilà. les bancs. Complètement. C'est vrai que c'était. En fait, il n'y a rien de tel pour vous replonger dans une époque que la musique. Moi, quand j'entends des musiques que j'ai écoutées quand j'étais ado, j'ai 15 ans, quoi. Donc, et ça fait ça à tout le monde. Et la musique, pour nous, c'est vraiment un moyen de retranscrire l'atmosphère d'une époque. On est tout de suite dans le mood, dans l'esprit, quoi. Et vous savez à quoi ça... Pour le coup, pourquoi s'en passer? Parce que bon, voilà, elle voyage en voiture, dans un camion, etc. Et bon, il y a la radio, on écoute la musique sur des kilomètres et des kilomètres. Donc oui, pourquoi s'en passer de cette bande son? Alors après, c'est quand même un titre de temps en temps. Oui, bien sûr. Oui, non, mais bien sûr, mais c'est pas tout le temps, mais effectivement, et c'est important. Oui, et puis c'est des titres c'est des musiques qui sont pas forcément choisies au hasard, qui sont même pas du tout choisies au hasard. C'est des musiques dont le titre ou certaines paroles sont liées à l'action du moment. Donc à un moment, voilà, quand par exemple à un moment elle est dans le camion, je crois, avec Rob, et il écoute une chanson qui s'appelle Trop tard pour faire demi-tour maintenant, quoi. Oui. Qui était un des tubes de l'année d'avant, je crois. Mais voilà, en plus ça c'est pas anodin. Et, enfin, moi, ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est que le fait qu'elle ait rencontré certains personnages, ça fait changer l'histoire de ces personnages. Enfin, vous avez fait ça comme ça, et ça m'a fait beaucoup penser. Alors, je ne sais pas si vous avez eu ce retour, j'imagine que oui, à Forrest Gump. On nous l'a dit. Ah, mais on nous l'a dit. Ouais. Oui, on nous l'a dit aussi. Oui. Mais alors, c'est ça, vrai. On n'y a pas du tout pensé en écrivant, franchement. Non, et même la première personne, je crois c'est drôle parce que qui nous a dit ça, on se dit ah bon, on n'a pas tout de suite tilté et en fait c'est possible. Après, il faut savoir. C'est un personnage du quotidien qui effectivement
qui croisent la grande histoire. Et d'ailleurs, c'est drôle parce qu'il y a quelqu'un nous avait dit ça pour Alabama. Et alors là, pour le coup, je voyais pas du tout le truc, tu vois, Alabama. Mais là, je peux comprendre. Par contre, pour celui-ci, oui. Mais c'est vrai que, par exemple, donc, elle rencontre Bruce Springsteen, mais Bruce Springsteen a vraiment donné un concert le jour qu'on indique, et il a traversé donc les États-Unis. On a lu des tonnes de documentation, et on a lu notamment les mémoires de Bruce Springsteen qui racontent son voyage à travers les États-Unis en van. Donc ça nous plaisait en fait de mettre ce petit bout de femme dans des situations des faits qui ont existé, entremêler vraiment le vrai du faux. C'est quelque chose qui nous a beaucoup amusé, quoi. Et il y a des gens qui nous ont posé des questions, nous disant mais ça en fait, quand vous dites ça là dans votre livre, c'est vrai? Et en fait, oui, c'est vrai. C'est vrai. Donc on peut pas trop dire de choses parce que on veut pas trop dévoiler. Mais voilà, il y a des noms de villes qui paraissent très étranges parce qu'elles s'intègrent complètement avec l'histoire, mais ce sont c'est une ville qui existe, et ce qu'on raconte sur cette petite ville, c'est vraiment passé, quoi. Donc c'est pour ça aussi que de temps en temps on a mis des notes de bas de page pour que les gens comprennent que ce qu'on raconte, en fait, c'est vrai. Oui. Donc on a vraiment, c'est vraiment amusé à et l'idée, c'est que les gens pensent que Amy existe et qu'elle a vraiment fait ce voyage et qu'elle a vraiment rencontré tous ces gens, mais peut-être qu'elle a existé. Il y a forcément quelqu'un qui a traversé les États-Unis à cette époque-là. Donc voilà. Et même les musiciens de Bruce, en fait, moi j'étais ils étaient là, et j'ai vu leur tête, c'était génial. Ah oui, oui. C'était génial. Parce qu'en fait, on a l'impression, mais c'est pour ça, je vous dis, c'est pour ça je pense qu'il est aussi cinématographique, parce qu'il y a des personnes qui ont existé, que vous avez mis à l'intérieur, et en fait, on les voit. On n'a pas besoin de les imaginer parce qu'on les voit. Mais c'est pareil, on a lu des tas d'interviews, on a regardé aussi des tas d'interviews de ces musiciens pour vraiment les connaître, quoi, et puis leur faire dire des choses qu'ils auraient pu dire. C'était important pour nous. En plus, il y a une espèce de responsabilité quand même quand on fait parler des gens qui ont existé. On peut pas leur faire dire n'importe quoi. Pour Springsteen encore plus parce que on peut pas un procès, mais surtout voilà, il y a des choses qu'il peut raconter sur ses parents, sur son père. Voilà, c'est pas des choses qu'on invente évidemment. Donc oui. Donc voilà, on s'est vraiment renseigné, mais de toute façon c'est un peu maladif. Ouais, on fait beaucoup de recherches surtout. On a regardé quel temps il faisait chaque jour parce que c'était Ouais. Parce que on vit pas la même chose selon qu'il pleut ou qu'il fait beau ou que voilà. Donc on s'est vraiment documenté sur tout, mais des choses qui vont, ne serait-ce que effectivement, parce que elle adore les bonbons, la petite, mais qu'est-ce que les enfants mangeaient comme bonbons, parce qu'en plus, selon où on est aux États-Unis, ils n'avaient pas le même nom, en fait. Donc c'est pour ça à un moment quelqu'un lui propose des bonbons qu'elle connaît pas, sauf qu'elle les connaît, mais ils n'ont pas le même nom dans cet état-là, quoi. Donc mais tout ça a été, oui, on a fait beaucoup de recherches. Et après l'idée c'est que la recherche on la sent pas. Oui, on la sent pas. Quand on dit voilà, elle mange tel bonbon, très bien. Voilà, on essaye de pas étaler notre science et je pense qu'il n'y a pas le quart de ce qu'on a pu apprendre qui est dans le roman, quoi, parce qu'évidemment on a besoin de nous d'en savoir beaucoup plus que ce que oui, si on a appris des choses qui ne rentraient pas dans l'histoire, on n'allait pas forcer pour que ça rentre coûte que coûte, quoi. Donc tant pis, mais on a été quand même pas mal aidé par le fait que Bruce Springsteen ait fait ce concert
à telle date, qu'il y a d'autres événements qui se sont passés aux dates que l'on signale, qui collaient parfaitement il fallait que ça à se notre passe cette histoire. semaine-là, et c'est incroyable que ça se soit passé cette semaine-là. Enfin, bon, pareil, on peut rien dire, mais En fait, on peut rien dire. Parce que c'est une semaine. C'est ça Ouais, qui oui. est, Oui. ça qui Et, est énorme. et durant cette semaine, ben, on a eu de la chance qu'il se passe certains événements qui rentraient parfaitement dans notre histoire. Donc, on en a profité. Ça aurait été dommage de passer à côté. Ah, pour rebondir à ce que vous avez dit sur vos recherches, moi j'ai l'impression que vous avez vécu aux États-Unis en 1973. Hein. Donc, si vous voulez, je pensais que pendant vous. 2 ans, ouais. On a vécu un petit peu aux États-Unis en 1963. Ouais, on a regardé vraiment des photos pareilles quand elle arrive à Los Angeles, la tour où elle se rend, bah, évidemment qu'elle existe, et on a regardé des archives et on a vu qu'en 73, effectivement, à côté de cette tour, il y avait un restaurant, quoi, un bar où donc elle peut aller, et maintenant il n'existe plus ce bar, c'est un parking. Donc, mais en 73, il était là, à côté de la tour. Donc, si elle est allée dans cette tour-là avec ses amis, ils ont très bien pu aller manger au restaurant qui était à côté. Donc, tout ça, mais tout ça, effectivement, est annoncé au détour d'une phrase toute simple, quoi. C'est pas du regarder comme on a fait des recherches. L'idéal, c'est que on va dire la même chose que pour Alabama, c'est qu'on se fasse oublier. Voilà. On oublie que ce sont 2 auteurs français, pardon, qui ont écrit cette histoire. Ah oui, complètement. Là, c'est encore plus ça. Bon, Là, vous êtes 100% américain, là. C'est bon. Écoutez, tant mieux. Et c'était, oui, d'autant plus important de se faire oublier que, on fait parler une gamine, et il faut pas qu'à un moment on se dise, ah, mais c'est vrai, en fait, c'est 2 auteurs, c'était surtout ce qu'on voulait éviter, quoi. Qu'on pense à nous. Donc, éviter de briller, entre guillemets. C'est ça aussi qui était pas simple, c'est qu'on voulait écrire à hauteur d'enfant, donc, on pouvait pas. C'était compliqué des fois. On se disait non, ça, elle peut pas le penser. Une jolie idée, une belle quelque chose qui aurait fait très littéraire, etc. On se dit non, ça, elle peut pas penser ça, ou elle peut pas le dire comme ça. Elle peut pas le dire comme ça. Elle peut pas utiliser ces mots-là. Et en même temps, on voulait faire de la littérature et que ce soit joli, donc il fallait trouver des images qui correspondent aux images que peut utiliser un enfant. Voilà, donc c'était pas si simple que ça, quoi. Franchement, je pensais que ce serait plus facile que ça à écrire. Ah oui, je comprends. Hein. Vous êtes mis à la place d'une jeune adolescente, oui. C'est ça. Mais par contre, on a pris un plaisir dingue, quoi. Vraiment. Ah oui, ça a été. Parce que, bon, effectivement, à Alabama, 1963, il y a quand même un contexte lourd qui fait que, je pense qu'on a pris quand même plus de plaisir avec, même si on adore Alabama 1963. Enfin, voilà, moi je l'adore, toi aussi. Mais à écrire, et puis bon, on s'est bien marré il y avait plein de scènes à la laverie, etc. Je sais pas si tu te souviens, mais enfin, il y a plein de scènes où on s'est vraiment amusé aussi. Et puis, cela dit, même des scènes glauques, il y a rien de glauque d'ailleurs, mais disons des scènes tristes, on peut prendre du plaisir à les écrire aussi. Mais là, vraiment, c'était léger, c'était, ces gens qu'elle rencontre sont pas tous, mais en tout cas, il y en a qui sont très bienveillants. C'était un bonheur, quoi, d'être avec eux. D'autant plus dans la période qu'on vivait tous, quoi, qui n'était pas forcément hyper joyeuse. Hyper joyeuse. Là, on s'est vraiment régalé, quoi, à être sur ces routes avec elle, à faire ces rencontres avec elle. Non, c'était très chouette, franchement. Et là, du coup, pour le 3e, on se dit, faut quelque chose qui nous excite autant, on verra. Et qui soit encore différent, qui montre encore autre chose. Et ça va être 1983 du coup 63, 73. Alors 73, c'est vraiment par hasard parce que voilà, il y a eu des choses en 73. Parce que Bruce Springsteen a fait sa tournée, enfin ce concert à San Francisco en 73, donc on était un petit peu
tenu de faire ça à ce moment-là. Mais à un moment, on s'est dit, mais pour la blague, si ça se trouve, effectivement, 1983. Mais c'était pas notre première idée. Mais c'était pas notre première idée, en fait. On était parti sur une idée pour le troisième roman, et puis là, on se demande si on va pas faire autre chose. Donc là, on sait pas du tout. Enfin, donc là, pour l'instant, voilà, c'est Bon. on se pose encore des questions. J'ai vu une question, et c'était une question que j'allais vous poser également. Bon, je peux la mettre comme ça. Comment vous travaillez à quatre mains? Comment vous arrivez à écrire donc à deux? Comment vous partagez l'écriture? Alors, encore, j'ai envie de vous demander encore plus sur celui-là. Parce que l'autre, je sais pas, j'ai l'impression qu'on était plus détaché des personnages. Alors que là, c'est hyper intime parce que c'est sa vie. Et là, vous êtes deux hommes, effectivement, c'est une jeune fille. Et du coup, la question se pose encore plus. On a travaillé exactement comme pour Alabama, c'est-à-dire on n'a rien partagé du tout. C'est ce que j'allais dire. On n'a rien partagé. On a écrit toutes les phrases ensemble. D'accord. Ouf, ça doit être hyper long du coup, non? D'être d'accord. Non, non, parce que non, on est toujours d'accord. Quand on trouve la phrase qui est la bonne phrase, on le sait tous les deux. On sait ce qu'on veut écrire aussi quand on démarre. On a notre plan. On travaille avec. On écrit un plan avant. Voilà, donc on a travaillé dessus pendant des mois. Une fois qu'on avait tout après ce plan, on peut aussi s'en écarter un petit peu, mais quand même. Du coup, quand on se met à notre bureau, on sait ce qu'on veut écrire, on sait où on va. Et il y en a un qui lance une phrase et l'autre rebondit, et de fil en aiguille, ça nous paraît même plutôt plus simple parce que chacun aide l'autre, et chacun, aide l'autre à écrire le livre qu'on a envie d'écrire. Donc, alors évidemment, on a envie d'écrire le même, on a la même optique, on a la même vision finale du livre terminé. Donc ça intrigue beaucoup les gens, mais c'est vrai que pour nous, c'est vraiment une méthode de travail qui nous est vraiment naturelle, quoi. Et c'est vrai que c'est très récemment qu'on s'est dit, c'est très étrange d'avoir écrit à deux un livre où en plus on écrit jeu, puisque le jeu est double. Oui. Donc oui, mais la question se posait pas. La question se posait pas, et je pense que le troisième sera écrit. C'était plus intéressant de la même façon que c'était plus intéressant de l'écrire au présent, c'était plus intéressant aussi de l'écrire en disant je, plutôt que d'écrire elle, fils. Enfin voilà. Ouais. Donc la question s'est pas posée, mais ouais, c'est ça en fait. Chacun aide l'autre à écrire le livre qu'on veut écrire tous les deux. Et c'est vrai que quand il a une idée, je me dis mais oui évidemment, ou l'inverse, trouver le mot qu'il cherchait, etc. Donc vraiment on s'aide tous les deux, et je vois pas comment ça peut être plus compliqué que tout seul devant son ordi. Alors évidemment il faut qu'on soit d'accord, il faut trouver la personne avec qui c'est possible, parce que je pourrais pas écrire avec n'importe qui, et je pense que toi non plus. Donc non. Ah si, le premier venu. non, c'est clair que oui, une écriture à quatre mains, faut en fait qu'il y ait quand même que deux mains, quoi. Donc il faut avoir la même voix. Donc la chance qu'on a eue, c'est de s'être trouvé, parce que effectivement, trouver quelqu'un avec qui travailler de cette façon, ça me paraît extrêmement compliqué. Mais voilà, on a eu cette chance-là, donc on en profite. Alors je savais, parce que c'est un truc qui m'a vraiment marqué, que quand il était petit, il disait toujours je veux écrire un livre à deux. Je veux écrire quand je serai grand, j'écrirai un livre à deux, ou j'écrirai des livres à deux, je sais pas. Mais c'est quand? C'est ce matin que tu m'as dit, en fait. Je disais non, ça. C'est hier. Je disais, en fait, même à 20 ans, je disais toujours j'écrirai un livre à deux. Il avait des amis à qui disaient ça. Donc moi, je croyais que c'était un délire de gamin, petit gamin, mais non, même à 20 ans. Non. En fait, j'avais envie d'écrire, mais alors j'ai pas d'explication, hein. Mais depuis que je suis gamin, je savais que j'allais écrire un livre, mais à deux.
la difficulté a été de Il m'a trouver attendu le longtemps. deuxième. J'ai attendu longtemps de pouvoir écrire effectivement avec quelqu'un. D'accord. Ok. Et, D'accord. et depuis tout le temps, la perspective d'écrire seul ne m'intéressait pas du tout. Donc j'ai écrit, j'ai été journaliste à une époque. Ensuite, je suis passé assez vite à l'écriture donc des VF. Alors là, pour le coup, je travaillais tout seul, mais ça dure quand même moins longtemps qu'un roman. Oui, tout à fait. Là, un film, c'est 15 jours, 3 semaines de travail. Mais écrire un roman tout seul, moi, ça me paraît invraisemblable. Franchement, j'admire les gens qui écrivent seuls. Parce qu'on fait tous les choix à deux, donc ça me paraît plus simple. On a moins peur de se planter aussi. Ça permet d'éliminer plus rapidement les fausses pistes. Donc quand il y en a un qui prend un petit peu un chemin de traverse, l'autre recadre. Et puis d'en discuter, de formuler les choses à voix haute aussi, ça aide vachement. Mais même en traduction, hein, on travaille comme ça aussi, oui. C'est aussi beaucoup plus simple d'être à deux sur un film. Oui. On se dit souvent deux cerveaux valent mieux qu'un. Et pour rigoler, surtout les nôtres. Voilà. Mais, ouais, c'est vrai. mais oui, franchement, voilà, les gens nous disent comment vous faites. D'autres auteurs nous disent comment vous faites pour écrire à deux, et nous on dit mais comment vous faites pour écrire tout seul. Mais vraiment. D'accord. Alors on verra. Non, je dis on verra, mais non, on verra pas. Non, je pense que c'est tout vu. Je pense qu'on. En fait, ce qui est agréable, c'est que je dirais. Alors, je peux pas dire qu'on n'a pas l'impression de travailler parce qu'on se rend quand même compte que c'est du travail, mais on discute vraiment toute la journée, quoi. Oui. La solitude de l'écrivain. La solitude de l'écrivain, ouais, c'est pas du tout notre truc. Donc, on discute toute la journée et c'est comme ça qu'on fait avancer le roman. Et on est plutôt bavard, surtout moi. Donc, il n'y a pas beaucoup de métiers où comme ça, je sais pas si c'est un métier, mais tu vois, où on discute. Mais en tout cas, c'est très plaisant. C'est très agréable. Et du coup, au niveau du temps, ça vous a demandé combien de temps ce deuxième roman? À partir du moment où vous avez, je sais que vous avez une phase de plan qui peut être assez longue. Enfin, c'était comme ça sur Alabama, en tout cas, vous m'aviez dit. Ouais. Là, c'était pareil. Alors, ça a été plus rapide puisque Alabama, on l'a écrit en 4 ans, mais parce que on travaillait comme des fous à côté. En doublage et que c'était compliqué de s'y mettre parce qu'on n'était pas sûr de trouver un éditeur, on n'était pas sûr d'arriver au bout de l'histoire et puis on avait une tonne de boulot et puis aussi. On avait beaucoup de boulot. Là, on a refusé du travail. On a vraiment refusé du travail et des fois des gros trucs, la mort dans l'âme. On vient de refuser. Je sais pas si on peut le dire. Je sais pas si on peut le dire. Je suis pas sûr. Bon, voilà. Un film, un gros film. Une mini-série. Une mini-série de quelques épisodes. Un truc de dingue, quoi. Disney. Et qui se passe dans l'espace. Bon, Christian, tu me l'as dit tout à l'heure à l'MP. Je sais pas si on peut pas. Non, enfin bon, bref. Bon, on peut pas se mettre Disney à dos, donc voilà. Ne disons rien. Mais c'était un projet énorme. Mais il fallait commencer aujourd'hui ou demain. Et voilà. Là, avec le lancement d'America, on a plein de choses qui sont prévues et c'était vraiment pas possible. Et pendant l'écriture donc d'America, on a aussi refusé beaucoup de choses parce qu'on savait que si on continuait à travailler à côté, on allait encore mettre 4 ans ou 5 ans à écrire America. Et là, on savait qu'on allait être lu par un éditeur. Oui, ça change tout. Donc, ça change tout. Ouais. J'étais plus motivé. Oui. De savoir que les gens l'attendent, de savoir qu'il va être lu par un éditeur, parce que quand on écrit, on sait même pas, on se dit qu'on va l'envoyer quelque part. Une bouteille à la mer. Un manuscrit envoyé, c'est vraiment une bouteille à la mer. On n'était vraiment pas sûr qu'Alabama serait lu un jour.
Donc c'est pour ça aussi qu'on de temps en temps, Voilà, on se dit, quand on avait une journée de repos entre deux films, on se disait, est-ce que ça vaut vraiment le coup de continuer à s'épuiser sur ce livre? Là, on savait qu'on serait lu par un éditeur. Et on savait qu'il était attendu aussi, ce deuxième roman, dont on a plein de messages. Donc du coup, on l'a écrit en 2 ans. Donc on a écrit quand même la moitié du temps, on a mis moitié moins de temps. On avait commencé à l'écrire avant la sortie d'Alabama, mais bon, voilà, on avait signé pour Alabama, on savait pas encore que ça allait marcher, mais on savait qu'on serait lu par l'éditeur, donc ça nous a bien aidé. Après, de toute façon, quoi qu'il arrive, c'est la première chose qu'on a dit à notre éditeur, on n'écrira pas un roman par an. Ça c'est clair. On veut se laisser le temps, le choix, la liberté. On se dit qu'on fait, enfin, c'est pareil, je sais pas si on peut dire que c'est un métier, mais en tout cas, cette occupation-là, on l'adore. On veut pas traiter l'écriture comme si c'était un travail de bureau classique, c'est-à-dire se dire on va écrire de 8h à midi et de 14h à 18h, ou bien alors de 3h du matin à 7h, et puis après on va faire notre autre travail. On a besoin d'être disponible, on a besoin d'avoir envie de se mettre au boulot, on a besoin d'avoir envie d'écrire. Alors, on est des bons soldats, donc de toute façon, on écrit tous les jours, mais on veut pas la pression du un livre par an parce que je suis pas sûr, je pense que ça nous bloquerait plus qu'autre chose en se disant, faut absolument que dans un an, on ait un livre qui sorte, et on n'a pas envie de donner quelque chose dont on n'est pas content. Et on veut même pouvoir, si on a écrit 300 pages qui, au final, nous plaisent pas. Parce qu'en fait, il faut vraiment avoir fini le roman pour savoir pour se rendre compte si ça vaut le coup, ça nous plaît ou pas, si l'histoire vaut le coup. Tout le long de l'écriture que ce soit Alabama ou d'America, c'est très dur de juger ce qu'on est en train d'écrire. Et c'est la fin qui donne tout le sens au roman finalement. Et tant qu'on n'a pas écrit le mot fin, on ne sait pas si on écrit quelque chose que les gens ont envie de lire. Donc peut-être qu'un jour on va écrire 300 pages et qu'on va jeter. On a déjà jeté 100 pages d'un bouquin. Ouais, c'est bon. C'est pas ça. Quand même. Ah ouais. mais voilà, on veut avoir cette liberté-là de prendre le temps de faire quelque chose qui nous plaît à nous. Voilà, et sortir des livres dont vraiment on est fier, quoi. Et là, à la limite, même America, il y a un truc on aime tellement que finalement on se dit alors on a envie que ça marche, hein, évidemment. Mais en tout cas, on n'aura pas de regrets, quoi. Voilà, s'il marchait pas, on n'aurait pas de regrets, on se dirait pas, on n'aurait jamais dû l'écrire. Ouais, on aurait dû faire Alabama 1964. Ça, on le pensera pas, parce que ce livre-là, ce personnage-là, on l'aime vraiment, quoi. Donc, on avait envie de lui donner vie, de lui donner corps, et puis depuis longtemps. Et depuis un moment. Ouais. Donc, et même quand de temps en temps, quand on avait des difficultés sur Alabama, on revenait à cette idée en se disant tiens, on aurait peut-être dû écrire celle-là. En fait, c'est c'est ça. Mais même là, quand on était sur America, on avait une idée pour le 3e. Alors je sais pas si ce sera vraiment le 3e ou pas finalement, et on se disait mais peut-être qu'on aurait dû écrire cette idée-là plus tôt parce que à chaque fois, oui, c'est compliqué. Bah, c'est ce que je disais au départ. On part de zéro tout le temps, quoi. Donc le premier livre a marché, ça veut pas dire que le deuxième a marché. Si le deuxième marche, ça veut pas dire que le troisième va marcher. Et à chaque fois qu'on est dans l'écriture parce qu'on a quand même si tout se passe bien, il y a des moments où on doute de l'intérêt de l'histoire. Et on trouve ça plutôt sain d'ailleurs. Quand on a des doutes, on se dit c'est plutôt sain plutôt que de se dire oh là là c'est super, on écrit un chef-d'œuvre, on va révolutionner la littérature. J'aimerais pas penser ça. Non, bien sûr. Après, il faut avoir un peu de confiance de temps en temps parce que sinon on s'y met pas. Sinon voilà, tu peux pas te dire bon allez. Oui, voilà. Bien sûr. Il faut un savant mélange des deux, de confiance en soi. De toute façon, il faut une certaine assurance pour se dire, avec les millions de livres qui existent,
on va en ajouter on un va en plus. rajouter un. Et on, parce on- que ouais. voilà. On va abattre des arbres pour écrire notre histoire. Il faut quand même avoir, oui, un minimum de confiance en soi. Mais Et de temps en temps des doutes, mais immenses aussi. ouais. Mais oui, quand Et alors là aussi, ça aide d'être deux parce que franchement, tout seul, moi je bois pas, mais je crois que je picolerais. Hein. Non, mais c'est vrai, c'est hyper compliqué. non, il y a des fois où c'est vraiment, on se pose vraiment des questions, quoi, et on se dit, mais est-ce que ça va intéresser les gens? Donc c'est vrai qu'on est obligé de se dire que, en fait, on est nos premiers juges et se dire que si ça nous plaît à nous, il y a des chances que ça plaise à quelqu'un d'autre. Mais malgré tout, le doute est toujours là, malgré tout. Et comme on t'a dit tout à l'heure, au moment où on a dû envoyer le manuscrit final à l'éditeur qui n'avait pas lu une ligne, qui savait même pas le sujet, qui savait pas de quoi ça parlait, franchement, on faisait pas les malins. Hein. On a cliqué sur envoyer, on s'est dit bon ben voilà, maintenant on peut plus faire marche arrière, mais on savait pas du tout comment ça allait être pris par l'éditeur. Après, on l'avait fait lire à quelques personnes autour de nous, son frère notamment. En fait, son frère est vraiment le premier lecteur. Dès qu'on a une dizaine de pages, on lui envoie pour savoir ce qu'il en pense. Donc pareil, pour avoir un retour au fur et à mesure. Ça nous motive aussi en chemin, quoi, parce que écrire 300 pages sans avoir le retour de personne, il faut quand même. Pareil, on sait qu'il y a des auteurs qui écrivent vraiment leur roman de la première à la dernière page sans rien faire lire à personne, même pas à leur femme ou à leurs parents, j'en sais rien. Et là, on se dit waouh, quoi, c'est quand même. Enfin, nous, on pourrait pas. De temps en temps, on a quand même besoin de faire lire des petits passages. Il y a quelqu'un, alors je sais plus qui, hein, mais qui disait que écrire un roman, c'était tracer une route dans le désert, je crois. Mais je sais plus si c'est écrire un roman ou même écrire un film. Je sais pas si c'est pas Francis Weber, mais enfin bref. Mais c'est vraiment ça, tracer une route dans le désert et il y a des moments où on est un peu, ben voilà, d'être deux dans le désert, ça aide quoi. D'être deux ou trois quand il y a un frère aussi. Ouais, voilà. C'est vraiment un équilibre à avoir entre le doute et la confiance. Malgré tout, au fond, la confiance, mais avec évidemment des moments de doute, mais oui, qui nous semblent plutôt sains. Et comment vous êtes arrivé à écrire justement cette histoire, l'histoire de Nid? Qu'est-ce qui vous a donné l'impulsion? En fait, un jour, on a pris une jeune fille en stop qui allait dans une ville un petit peu plus loin, Quimper, pour ne pas la nommer. Et voilà, et elle allait chez sa sœur. Et en fait, quand on l'a déposée, on a commencé à, je sais pas si délirer est le bon mot, mais on a commencé à discuter sur voilà, une fille qui partirait comme ça en stop rejoindre sa sœur, sauf que très vite, au lieu d'aller à Quimper, elle allait à Los Angeles. Et puis après, on a brodé là-dessus et notre imagination s'est un petit peu enflammée et voilà. Et c'est drôle parce qu'on se dit, cette fille, elle sait pas que on lui a dédié le livre, cela dit, à cet inconnu. Mais on se dit, c'est marrant si un jour elle le lisait et sans savoir peut-être que c'est elle qui nous a poussé à écrire cette histoire. En fait, des fois, c'est des petits détails du quotidien, des petites choses, des gens qu'on croise qui d'un coup nous inspirent et ça mouline et sur des petites choses on part sur une histoire et on construit tout un monde, tout un univers autour de petites choses du quotidien qui peuvent arriver à tout le monde. Mais quand on croise des gens et qu'on discute avec des gens et on retient toujours que ce soit un type de langage, une façon de parler, ou on retient toujours quelque chose en se disant ça pourrait être bien pour un personnage. Donc on est toujours à l'affût en fait de ça et d'un événement qui peut nous arriver, on part sur ça déclenche quelque chose quoi. Ça déclenche votre imagination.
Oui. Ah, il faut pas grand-chose. C'est Oui, bien. on part souvent au quart de tour sur Et des choses. justement, j'ai une question qui a été posée juste avant. Pourquoi elle n'a pas été à Quimper, mais elle a été à Los Angeles, justement? C'est la question. Pourquoi vos intrigues se passent aux États-Unis? Parce que quand on écrit, on a besoin de s'évader, comme les lecteurs ont besoin de s'évader en lisant. Et cet après-midi, on a rencontré un écrivain breton qui écrit sur la Bretagne. Et ça a été une discussion entre nous parce que lui a besoin du quotidien pour d'écrire sur ce qu'il se connaît, en fait. Et bizarrement, nous, pour ces 2 romans, on a eu besoin d'écrire sur ce qu'on connaissait pas vraiment, parce que ça nous a permis de nous lancer dans des recherches, de découvrir justement des choses qu'on connaissait pas. Et c'est vrai que parler de notre quotidien et transposer notre quotidien, ça nous fait pas rêver. Et puis ça nous permettait aussi de parler de plein de choses qu'on adore, de la pop culture, de chanteurs, des Carpenters, de plein de choses. Voilà, on adore la culture. On adore cette culture américaine et parce que peut-être à cause de notre travail, on est vraiment baigné dedans constamment, 24 heures sur 24. Mais moi j'ai été nourri de livres et de films américains. Donc il y a cette notion encore du rêve américain mais pas, je veux dire, très honnêtement, on se dit qu'on n'aimerait pas vivre aux États-Unis aujourd'hui, mais c'est pour notre imaginaire. En fait, il y a la vraie Amérique et puis il y a l'Amérique qui nous fait rêver et ça enflamme notre imaginaire. C'est ce qu'on se disait, peut-être parce que le pays est immense et que on a l'impression que dans ce pays immense, il peut se passer plus de choses. J'ai pas d'explication. Et puis oui, ça nous fait pas rêver d'écrire quelque chose qui se passe à Quimper en 2022. Oui, on a besoin de cette évasion. Et là, on a passé 2 ans sur les routes entre Philadelphie et Los Angeles et c'est super. Parce que voilà, elle va aux États-Unis, elle rencontre Bruce Springsteen. Bon, si elle, enfin, je vais rien dire, mais en France, voilà, qui elle va. Bon, c'est toi. Voilà. Il y a des choses qui nous font davantage rêver. Voilà, c'est du rêve. Donc on part sur du rêve et notre quotidien nous fait pas particulièrement rêver. Oui, donc en fait, vous avez vraiment envie d'écrire des endroits, des lieux, des époques qui vous font rêver. Donc c'est ce qui va. Oui. Et c'est pareil, je pense qu'a priori, il n'y aura pas de roman. La ségrégation, ça ne nous est pas rêvé. Hein, non. Ça permet de nous évader. Rêver dans le sens je précise quand même. Non, mais rêver dans le sens enflammé notre imagination, quoi. Donc, oui, je disais, je pense pas qu'on écrive des romans contemporains. Il y aura, je crois qu'il y aura toujours. Le côté historique. On n'est pas particulièrement nostalgique, hein. C'était mieux avant. Mais ça nous permet de vivre autre chose ailleurs. D'autres vies. C'est vraiment, on aborde l'écriture comme la lecture. La lecture, c'est pour se sortir de son quotidien. Et nous, écrire, c'est pour nous sortir de notre quotidien. Et j'avais une question. Aujourd'hui, ça fait donc 2 ans qu'Alabama 1963 est sorti. Qu'est-ce que ça a changé dans votre vie? Parce que le livre a reçu énormément de prix, beaucoup de retours, ne serait-ce que la première version, ensuite le poche. Tout le monde connaît. Je ne sais pas si tout le monde connaît, mais en tout cas, j'ai l'impression que tout le monde connaît Alabama 1963. C'est bizarre. À la fois, ça a tout changé, ça n'a rien changé. C'est-à-dire que notre vie est la même. Il y a eu une espèce, malgré tout, je pense, d'accomplissement. Ouais, écrire un livre, c'était un rêve qu'on partageait. Donc, déjà, le fait qu'il ait été édité, ça a été un soulagement. On s'est rendu compte
voilà, ça nous a calmés. On était beaucoup moins stressés, beaucoup moins angoissés. Puis moins en attente. On était toujours dans quand même l'avenir, quoi. Enfin. Ouais, on s'est rendu compte qu'en fait, tout ce temps où on a cherché un éditeur, oui, on s'est rendu compte, mais après, sur le moment, on le vivait pas comme quelque chose d'angoissant. Mais cela dit, même quand on faisait du doublage, parce que, enfin, on en fait toujours d'ailleurs, mais en tout cas, même avec le doublage, on était toujours dans le truc d'après. Le film d'après. On nous proposait toujours, d'abord, on commence par nous proposer un petit téléfilm Disney, puis après c'est une série Disney, puis après c'est un film Disney, et pareil pour une petite série TF1, et puis après une grosse série TF1, etc. Et il y a comme ça, on était toujours dans l'après, une espèce de course folle pour je sais pas quoi, et là avec ce livre, ça nous a vraiment détendu, quoi. Quand la publication déjà, le succès encore plus. Oui. On s'est dit aussi, on aura au moins vécu ça, même si. Et pareil, le fait d'être à deux, enfin pour nous, ça a été incroyable de vivre ce succès d'Alabama à deux. Tout seul, je me dis, voilà, il nous est arrivé de faire des rencontres et puis de se retrouver après. Pendant les rencontres, c'est super, on voit par définition du monde. Et puis d'un coup, les gens, voilà, nous parlent du livre, c'est hyper agréable. Et après, on se retrouve, si on est dans une autre ville, tout seul, à l'hôtel. Je pense que ça peut être un peu. Ça peut être, il doit y avoir une petite descente de morale. Là, on est deux. Donc, en fait, même ce succès, ça a été très agréable de le partager à deux. Et je pense que c'est plus agréable. Les salons du livre à deux, de voyager à deux, tout est plus sympa, quoi. Ouais. Au-delà de l'écriture, c'est vrai, hein, que de faire ce live à deux, c'est plus sympa aussi. Tout est plus sympa. Ouais, je trouve que tout est mieux. Tout est à la fois plus simple, moins impressionnant, moins stressant. Ouais, le stress est divisé par deux. Le stress est divisé par deux et le plaisir est multiplié par deux. Donc, parce que moi, je suis content pour lui aussi. Je suis content de ce qui m'arrive. Je suis content de ce qui lui arrive. Chaque bonne nouvelle. Et réciproquement. Ouais. Donc en fait, c'est que du positif. Et je pense que ça a été vraiment quelque chose qui nous a apaisés. Donc vous avez commencé l'écriture d'América différemment, effectivement, je comprends. Ou commencé en tout cas à continuer plus serein. Parce qu'on savait qu'on serait lu de toute façon. Parce qu'on savait qu'on serait lu. Mais après, on est plein de contradictions parce que en même temps il y a ce côté apaisé, mais ce que je disais tout à l'heure. Oui, on n'a pas envie de décevoir les gens, donc en même temps il y avait ce côté de stress, de savoir est-ce que ce livre-là allait plaire, est-ce qu'on n'avait pas été trop gonflé d'écrire ce qu'on avait écrit sous cette forme-là. Mais pareil, à chaque fois, toutes ces questions, on se dit, on préfère se les poser pendant que après, quoi. Mm-hmm. Donc, mais dans l'ensemble, de toute façon, c'est très agréable. Et puis, ça nous a permis de rencontrer plein de gens aussi, l'aventure d'Alabama. Et tous les gens qu'on a rencontrés sont bien évidemment bienveillants. Les gens qui viennent à un salon du livre, ils viennent pas pour votre livre est de la merde. Pourquoi vous avez écrit ça? Donc c'est quand même très agréable de recevoir des choses, des ondes positives que vous envoient les gens. Donc c'est ça aussi qui change. On s'est retrouvé d'un coup entouré de gens plutôt bienveillants. Donc ça, de gens qui font la queue pour nous dire des choses super gentilles. Il n'y a pas beaucoup de métiers non plus où ça vous arrive encore. Donc, ça fait du bien, ça booste. Et puis là, vous êtes sur le devant de la scène, parce que jusque-là, vous étiez derrière, avec les DF. Alors, je ne sais pas si ça, c'est... Ça, on s'en rend pas vraiment compte, parce que... Oui, je pense qu'on est... Enfin, voilà, ça reste quand même, n'exagérons rien, on n'est pas des rockstars, donc plusieurs fois on nous a reconnus quand même. Oui, hein. C'est vrai, c'est drôle. On nous a dit que vous êtes les écrivains, donc c'est drôle. Ça c'est drôle.
Mais bon, on peut se Mais balader. on peut se promener dans la rue. Oui, mais Mais que ça, c'est pas du, bah, voilà, c'est différent. On était complètement dans l'ombre. Personne s'intéresse aux adaptateurs, oui. Donc les gens qui écrivent les VF. On connaît pas leur nom, pas leur visage. Il y a même des gens qui savent même pas que ce métier existe. Donc voilà, c'est. Mais ça ne nous dérangeait pas du tout. Mais même on pensait rester dans l'anonymat. Je pense qu'on t'avait dit que quand on a écrit Alabama 1963, on pensait pas du tout le signer sous nos noms. On pensait pas le pseudo, tu vois, et ne pas du tout apparaître nulle part. Et ça nous allait bien. Bon ça c'est pareil, ça a changé quand on écrivait américain, on savait qu'on le signerait de nos noms, oui. De nos noms évidemment. Donc, mais bon. Mais oui, ça va parce que voilà, je te dis, c'est un succès de librairie, mais ça reste on n'est pas Joël Dicker, quoi. Donc pas encore. Pas encore. C'est ça, merci. Je suis d'accord avec lui. Non, je dis ça parce que son livre sort demain aussi et que ça va être, Joël Dicker, ça va être un tsunami dans les librairies. Oui, mais voilà. Alors. Bon, mais tant mieux pour lui. Enfin, franchement, il y a de la place pour tout le monde. Ça c'est pareil, ça a été très très agréable de constater dans les salons du livre qu'on a fait la bonne entente qu'il y a avec les auteurs. Ça, c'est quelque chose qui est aussi très agréable. Alors je pense que c'est parce que je suis pas sûr qu'il y ait une concurrence puisque chacun a un imaginaire différent et une façon différente de raconter les histoires. Donc tous les auteurs qu'on rencontre, on les aborde pas du tout comme des concurrents et j'ai pas l'impression qu'ils nous abordent comme des concurrents. Donc ça, c'est extrêmement reposant et agréable aussi de voir que les gens n'ont pas le couteau entre les dents et qu'ils sont jaloux. Et on a même on a rencontré des auteurs qui étaient mais vraiment très contents, sincèrement, du succès qu'on avait rencontré avec notre premier roman. Et c'est tellement agréable de rencontrer des gens comme ça que voilà, on apprécie vraiment, quoi. Oui, vous êtes un peu tous dans le même bateau en fait, hein, puisque... Mais c'est ça. Oui, puis je pense que là, Joël Dicker, il est comme nous, il se dit, mais pourvu que les gens soient au rendez-vous. Bon, pour le coup, cela dit, je crois qu'il est. Ouais. Ah si, je pense qu'il y a toujours un autre quand même. C'est pas dans le sens là. Mais c'est dans le sens que un libraire va commander forcément un Joël Dicker. Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Voilà, oui, bien sûr. C'est une question de pas clair après, hein. Mais voilà, il se dit forcément, est-ce que le bouche à oreille va être bon? Parce que un libraire va peut-être commander 300 l'affaire Alaska Sanders, mais il va peut-être en envoyer 290. Il se pose forcément la question. Oui, bien sûr. Et ça nous rend en fait tous les auteurs sympathiques parce que je pense qu'on partage tous la même angoisse, le même stress et les mêmes questionnements. Et je pense que n'importe qui, aussi grand soit-il et quel que soit le nombre de livres qu'il vend, à chaque nouveau livre, je pense qu'il se pose la question. Et ça, pour le coup, ça me les rend tous extrêmement sympathiques et parce que c'est pas quelque chose que j'imaginais du tout avant d'écrire. Ouais. Je me disais voilà. On se disait un chanteur qui sort un 10e album, il sait que les gens vont être au rendez-vous. Et en fait, je pense pas. Je pense pas. Tu repars à zéro, tu te dis oui, mais il y a tellement d'autres chanteurs, d'autres écrivains dans notre cas, et il y a tellement d'autres livres, Est-ce que cette histoire-là va intéresser les gens? Est-ce qu'ils vont être au rendez-vous? Le fait de pas sortir de livre tous les ans, on peut se demander aussi, si je sais pas, si on met 3 ans à sortir le 3e, est-ce que évidemment que les gens seront passés à autre chose, ils nous auront oubliés, ils vont plus l'attendre. Il y a tout ce questionnement-là aussi qui pour l'instant est sans réponse et je pense que personne n'a la réponse, quoi.
Et on se dit même peut-être que c'est pour ça que certains auteurs écrivent tous les ans parce qu'ils ont peur d'être oubliés. Je sais pas. En tout cas, je pense qu'on se pose dans la. Ils ont des contraintes, certains auteurs, par leur contrat. C'est possible. Donc, oui. C'est possible. En fait, pour le coup, quand on s'appelle, décidément, on va croire. Non, mais même Guillaume Musso dit quelque chose. Guillaume Musso, voilà. Il a une responsabilité énorme sur les épaules. Je veux dire, c'est un gars qui fait il doit faire clairement tourner la maison d'édition. C'est grâce à lui qu'on peut publier d'autres auteurs qui ont un succès moindre. Donc, c'est quelqu'un qui a une responsabilité incroyable et je voudrais pas du tout avoir ce poids-là sur mes épaules, quoi. Je veux dire, je pense que, enfin, limite, c'est une malédiction de vendre autant de romans. Je pense qu'il vaut mieux avoir, des ventes qui évidemment font plaisir, mais être quasiment obligé de vendre 500 000 exemplaires chaque année, enfin, c'est une pression de dingue, quoi, que j'en vis pas du tout et Ludovic non plus, hein, ça clairement. On revient au vôtre. Cette couverture, la dernière, c'était un tableau, je me rappelle. Ouais. Oups, hop, ouais. Et celle-ci, comment vous l'avez choisie? Est-ce que c'est vous qui l'avez choisie? C'est son frère qui l'a réalisé. Alors, c'est pas exactement la même chose sur la version finale. Oui, la version finale est un peu mieux. Là, c'était c'est un peu plus photo, effectivement. Sur la version finale, il y a aussi cet effet de peinture. Mais en fait, c'est toujours mon frère qui a réalisé les deux couvertures. On a eu la chance que, en fait, comme on trouvait pas d'éditeur pour Alabama, on avait préparé une couverture en se disant, bah, si ça marche pas, on va l'auto-éditer, on va le mettre sur Internet. Donc, on avait fait une couverture. Quand le Cherche Midi nous a demandé de commencer à penser à un visuel pour la couverture, on leur a proposé ce qu'on avait, ils ont adoré. Donc voilà, ça a été validé. Et la deuxième, ils sont carrément partis du principe qu'on fournirait aussi la couverture. Donc on a retravaillé. Ils nous avaient, voilà, en fait, c'était même pas une question, quoi. Ils nous ont dit, alors pour la deuxième couverture, pensez, il y aura un petit bandeau par les auteurs d'Alabama 1963. Donc il faut bien penser à s'il y a un personnage, à ce qu'il soit un petit peu au-dessus, voilà. Donc voilà, donc c'est toujours fait par mon frère qui est en fait un artiste peintre, donc voilà. Mais là, pareil, on est plongé immédiatement dans ce road trip. C'est ça qui est super. Hein. Là aussi, la couverture. Ah oui, l'éditeur a adoré la couverture. Il nous a dit, mais rien que dans la couverture, je vois 10 références à des livres, à des films. Il dit, elle a un potentiel de folie, quoi. Oui. Donc, on espère et on voulait garder aussi une identité visuelle entre les deux romans de façon à ce que, à la limite, quand on voit cette deuxième couverture, ce soit identifié comme étant une couverture d'un roman à nous. Oui, tout à fait. Oui, je comprends. Il y a une continuité. Après, comme mon frère travaille beaucoup, j'espère que on aura la possibilité de continuer à travailler avec lui sur les autres couvertures. Est-ce que vous pouvez nous lire un petit extrait de America, s'il vous plaît? Oui, alors. Est-ce que je n'ai pas envie de vous demander le titre parce que c'est un peu un mystère. Enfin, c'est pas un mystère, mais vous voyez ce que je veux dire. En fait, c'est bien qu'on l'explique pas. C'est bien qu'on l'explique pas, oui, parce qu'en fait, mais plusieurs personnes, pareil, nous ont dit en retour, en message privé, que le titre prenait toute son explication à la fin. Au cours et à la fin du livre. Donc, pour la lecture, peut-être le début pour que les gens soient tout de suite dans l'ambiance. Tu veux que je lise? Je veux bien, ouais. C'est Christian qui s'y colle, hein, c'est pas mon exercice préféré. Donc. Alors,
Alors, en fait, effectivement, mais c'est pareil, on s'est rendu compte que c'était pas fait exprès, mais peut-être qu'on aime bien cette forme-là. Comme Alabama 1963, les chapitres avec des dates. En fait. Alors, au départ, on n'avait pas mis la date. Ouais. On l'a glissé dans le texte. Enfin, voilà, on comprenait qu'on était en 73 dans le texte, on comprenait qu'on était en juillet dans le texte. Et puis, mais parce que justement, on voulait faire quelque chose de différent. On avait mis au lieu de mettre des dates, un numéro à chaque chapitre et tout. Puis on s'est dit, mais en fait, c'est idiot de vouloir faire moins bien, juste pour faire différent, juste pour montrer qu'on, voilà, c'est pas la même chose. On se dit, bah non, si c'est notre truc, quoi. Voilà, bref. Alors voilà, donc dimanche 22 juillet 1973. J'avais une meilleure amie avant, Sandy. Je l'adorais. Tout le monde l'adorait, mais c'était moi, sa meilleure amie. Et un jour, il y a 2 mois et demi, elle est partie, à 14 ans, sans prévenir. On s'amusait dans la rue, on rigolait, et une voiture est venue la faucher sur le trottoir. Le type au volant avait fait un malaise. En tout cas, c'est ce qu'il a raconté après. Sandy est morte sur le coup. Depuis, je veux plus de meilleure amie. Je veux plus d'amis tout court. J'avais aussi une sœur avant, Bonnie. Je l'adorais aussi. C'était ma grande sœur. Et une nuit, il y a 1 an, elle est partie, à 17 ans, sans prévenir. Si je m'étais pas réveillé, je crois qu'elle m'aurait même pas dit au revoir. Soi-disant qu'elle voulait pas me voir pleurer, mais je lui en ai quand même un peu voulu. Elle a fini par m'avouer où elle allait. À la Mansion, le manoir Playboy à Los Angeles. Elle rêvait de devenir Playmate. Les Playmates, c'est les filles qui posent à moitié toutes nues dans Playboy, le magazine. Et pour ça, elle allait traverser tous les États-Unis en stop avec un gars qu'elle venait de rencontrer. Je lui ai proposé de venir avec eux, mais elle m'a dit que c'était pas possible à cause de l'école et tout ça. De toute façon, je sais pas si je serais parti. Pas à cause de l'école, à cause de Sandy. Ce que je me demande, c'est si elle est arrivée là-bas. On n'a plus jamais eu de nouvelles, même moi, alors qu'elle avait promis de m'écrire. Une fois, j'ai essayé de regarder si je la voyais dans Playboy. J'ai dû monter sur une pile de magazines parce qu'ils étaient sur une étagère tout en haut, mais je me suis fait attraper par le marchand de journaux. J'ai aussi appelé la Mansion plusieurs fois. Ils m'ont dit qu'ils connaissaient pas de Bonnie Pride. J'essaie de me rassurer en me disant que si elle est là-bas, elle aura peut-être donné son vrai nom. Elle aura peut-être pas donné son vrai nom. Mais en fait, je crois que je sais que c'est pas normal. C'est pour ça que j'ai décidé d'aller la retrouver. Enfin, j'espère que je vais la retrouver. Ah, c'est encore mieux quand tu le lis. C'est encore mieux. Si, tu nous. Alors, franchement, là, ce premier passage, en plus, là, je me rends compte, je ne sais pas pourquoi, qu'effectivement, elle a une façon de parler très jeune. Je pense qu'il faudrait presque le relire parce que, en fait, quand on commence un roman, on fait moins attention aux tournures. Et là, c'est possible. Et là, tu as lu, et là, tu me dis, ah oui, mais c'est vrai. T'es plus dans qu'est-ce qui se passe que dans comment c'est dit, ouais. Alors que nous, justement, tout notre travail, c'était d'avoir des petites expressions qui fassent un petit peu jeune, quoi. Donc, et puis, bah, ça nous a amusé aussi cette construction où, donc, elle parle de Sandy, sa meilleure amie, qui part et en fait, on comprend qu'elle meurt. Et puis reprendre la construction avec sa sœur qui est partie, mais en fait, bon là, elle est vraiment partie à Los Angeles, quoi. Et oui, oui, ces petites tournures. Oui, bah, ouais. On s'est amusé avec bah, un moment, elle rencontre d'autres enfants, donc qui sont plus jeunes qu'elle, donc qui ont encore d'autres tournures un petit peu différentes. Mais ça, c'est quelque chose qu'on aime bien, quoi. Voilà, bah, les enfants doivent parler comme des enfants, les adultes comme des adultes, et puis selon les adultes, ils doivent parler différemment. Ouais, Bruce Springsteen ne parle pas de la même façon que Rob au début, qui est un routier qui la prend en stop, qui est un peu oui, Bruce Springsteen, même s'il est jeune, c'est bah, il écrit des chansons, c'est un poète, c'est un artiste, donc forcément il s'exprime d'une façon particulière. Donc voilà, tout ça, ça fait partie de ce qu'on aime faire en écriture. Oui, mais c'est vrai qu'on se rend pas compte. Enfin, c'est vraiment. En tout cas, moi, je voulais plus savoir qu'est-ce qui allait se passer et je faisais moins attention. Mais là, quand tu as lu
le passage où il y a notamment quand elle explique qu'est-ce que c'est une playmate. Et en fait, c'est marrant Voilà. parce qu'on le sent que c'est une Ouais. petite fille. Voilà, c'est les filles qui posent à moitié toutes nues. Voilà, Quelque chose qui nous semblait très mignon et très enfantin et qui évidemment que c'est pas correct en français. non, mais c'est ça que c'est bien. C'est une enfant qui parle. Et en plus, vous nous avez mis une belle carte. Alors, je pense qu'elle est toujours dans la version définitive aussi, Oui. non? Oui, Ouais. bien sûr. Oui, parce que voilà, ça permet de visualiser le parcours en fait. Ça nous semblait important que selon les étapes, les gens sachent où elle était. Et puis c'est vrai qu'on n'a pas forcément la biographie des États-Unis en mémoire, et là c'est parfait, quoi. Bien sûr. Et puis c'est drôle parce que même sur, on a vu des gens qui faisaient des stories en disant je suis là, et puis ils mettaient sur la carte où ils en étaient dans leur lecture, et c'est rigolo, quoi. Mais oui, pour en revenir à moitié toute nue, par exemple, c'est un truc qui me revient là, c'est que l'éditeur nous dit voilà, c'est pas correct. Enfin, est-ce qu'on laisse ou est-ce qu'on enlève? Et c'est plein de décisions comme ça à prendre. Oui. Encore une fois, le fait d'être deux, est-ce qu'il faut tenir bon? Parce que voilà, nous on trouvait que c'était mignon comme expression, mais quelqu'un qui aurait été tout seul, grammaticalement, voilà, elle n'est pas correcte. Tu dis, un auteur seul ou son éditeur lui dit c'est pas correct, est-ce qu'on garde quand même? Il a forcément le doute, il se pose forcément la question en se disant et si c'est un premier roman, c'est encore pire. Là pour le coup, c'est le deuxième. Honnêtement, on a pu faire un petit peu cela dit pour le aussi, on a fait ce qu'on voulait. Mais après, je pense qu'on a vraiment beaucoup de chance. Le Cherche Midi, je sais pas comment c'est ailleurs, mais alors chez eux, ils sont géniaux. Ils nous font vraiment confiance, quoi. Donc c'est important aussi de se sentir soutenu par la maison d'édition. C'est de sentir qu'ils sont derrière nous et qu'ils aiment le livre, et que je pense que c'est pour ça. Ouais. C'est pour ça aussi qu'on aimerait bien ne pas se planter, et pour eux aussi, parce que c'est vrai que ils nous font tellement confiance, et de temps en temps, je pense qu'on a l'air assez sûr de nous. On dit non, on veut ça, on veut ci. Là, est-ce qu'on peut avoir, ils sont très très gentils. On a demandé, est-ce qu'on peut avoir le titre un petit peu plus gros, comme si telle police d'écriture, roman un tout petit peu plus bas, des conneries. Mais on se dit même le titre tout court. Oui, oui, d'ailleurs, la première chose qu'il nous a dit notre éditeur, c'est ça se fait pas de mettre des parenthèses dans un truc. Et encore moins décrocher. On lui dit bah oui, et alors? Et il nous dit bon bah ok, on garde. Mais voilà, mais on a l'air des fois, je pense, tellement sûr de nous, mais parce qu'on est deux aussi. Et parce que moi, c'est pas mon livre que je défends, c'est le sien. Et moi, je défends le sien. Donc c'est ça, à deux. Bah c'est ça. Donc c'est vrai que là, il y a aussi l'envie que ce deuxième roman marche pour l'éditeur, quoi, pour la maison d'édition. Toute l'équipe, parce que oui, vraiment, quand je dis l'éditeur, mais la maison d'édition pour les remercier de la confiance qu'ils ont eue en nous aussi. Oui. Et c'est comme quand on fait une adaptation, quand on travaille sur un film. Maintenant, on fait ce métier depuis longtemps, donc les distributeurs, on les connaît. Et quand on a fait Dune, par exemple, on voulait que ce soit bien, mais dans l'absolu, c'est pas pour faire plaisir à la Warner. Monsieur Warner, on le connaît pas, on connaît Chris. Donc c'est lui qui gère le doublage. Donc on veut lui faire plaisir à lui. On veut faire plaisir à des gens, pas à des entités qui représentent rien, quoi. Donc là, on a envie de la même façon que le livre marche pour faire plaisir à Jean Le Gall, à Benoît André, à Aurélie, tous ces gens avec lesquels on travaille et avec lesquels on est en contact quotidiennement, quoi. Oui. Pour le coup, c'est vraiment c'est un travail d'équipe, quoi. Vraiment, parce que on est au quotidien avec eux. Sans toute l'infrastructure de la maison d'édition, on serait rien, quoi. Et je vais encore revenir à Joël Dicker. Il faut un sacré courage de faire sa propre maison d'édition. Ah oui, là pour le coup, maintenant il est vraiment tout seul. Ouais. Donc en tout cas, l'équipe derrière, mais oui.
Oui, une équipe, bien sûr. mais c'est lui le Bien chef sûr, et tout mais le monde c'est sera lui. d'accord avec lui malgré tout. C'est Ouais, lui qui, enfin bon, il paye tout le monde, hein, donc personne va lui dire qui se trompe. oui. Enfin, ça me paraît compliqué, quoi. Donc Donc voilà, c'est agréable aussi d'avoir des échanges avec des gens. Voilà, le cherche midi, c'est des gens. Mhm. C'est pas un truc abstrait. qui nous font confiance pour le texte, pour plein de choses, et puis nous-mêmes, on leur fait confiance pour plein de choses, pour tel salon, est-ce qu'on va à tel salon ou tel autre, ils ont lieu le même jour, enfin plein de choses. Et Oui, bah, voilà, on écoute ce qu'ils nous disent, quoi. On fait ce qu'ils nous disent. On est des bons petits soldats. c'est bien. Et du coup, vos projets pour la suite, parce que là, donc, America sort demain, lancement samedi. D'ailleurs, c'est votre premier vrai lancement ou pas? Vous en aviez fait un pour à Alabama? Ouais, ouais. On en avait fait deux, enfin un en Bretagne 2 jours après. Bah là, Et là, en fait, on a voulu faire au même endroit. Et on en avait fait un autre à Paris la dernière fois, mais là, et on fait en Bretagne. là aussi, il faut dire que on a eu la chance d'être soutenu par les libraires, et puis pour le coup, les libraires Du coin, du la coin où maison on de la est, presse à côté ils ont aussi. joué le jeu à fond, quoi. Donc Là, on s'est on dit, a mis un post là de la Oui. librairie du coin. Enfin, c'est que notre bouquin en vitrine, quoi. C'est incroyable. donc on se dit, il faut aussi renvoyer l'ascenseur et remercier les gens pour les efforts qu'ils font, parce Parce ils qu'il ont avait fait ça vraiment aussi pour Alabama, et Alabama, c'était pas encore un succès, hein. Oui. C'est quand oui. donc, mais c'est pareil, on fait ce live aussi parce que tu nous as fait vachement gentil de nous proposer de faire un live il y a 1 an et demi, enfin quand c'était pas encore non plus le succès que c'est Bah, vous aujourd'hui. aviez commencé, c'était un Zoom, ouais. Il était sorti depuis quelques mois, en fait. Ouais. Oui, C'est ça. oui. Mais c'est vrai qu'avec la sortie poche, ça a donné encore un nouvel élan Oui. et enfin c'était hallucinant le nombre de messages qu'on reçoit tous les jours. Enfin c'est là tout à l'heure, enfin là on a 16 messages qui nous attendent sur Instagram. Alors bon, il y a d'autres auteurs, voilà, c'est beaucoup plus, mais enfin nous c'est énorme, quoi. Oui, Et À notre à échelle, notre échelle, on s'attendait pas du tout. C'est vrai que c'est un côté de la chose que j'avais pas du tout anticipé. On s'était pas du tout posé la question. Et c'est le Cherche Midi qui nous avait dit, Benoît nous avait dit, faut vous faire un Instagram. Et qu'on n'avait pas, je évidemment. savais pas du tout comment ça marchait. Et oui, on savait pas du tout comment ça marchait, et voilà. Donc et maintenant on voit à quel point les gens nous contactent, et ça aussi c'est un plaisir, quoi. C'est un ça va vrai beaucoup plaisir. plus vite, ça va beaucoup plus vite, effectivement, qu'un mail, parce que c'est immédiat. Ouais. Oui, et puis c'est Ludovic qui me disait que quand il était plus jeune, il aurait adoré pouvoir contacter directement des auteurs, et il y a ça permet cette proximité là qui effectivement maintenant, avant il fallait écrire à la maison d'édition, espérer que la maison d'édition fasse suivre, enfin c'était quand même un petit peu laborieux. Là il y a la possibilité d'un échange direct, et en fait on peut parler, on peut écrire à quasiment qui on veut, et avoir un échange avec. Donc ça aurait été aussi bête de se passer de ça, quoi. Ah, mais complètement. C'est vrai que il y a beaucoup de cette proximité. Enfin, moi quand je me suis lancée sur Insta, je l'ai vu tout de suite. Mais aujourd'hui, je suis amie avec certains auteurs que jamais de ma vie je me suis dit un jour je vais être copine avec un tel, lui parler de ma vie, qu'elle me raconte la sienne. Enfin, c'est une proximité, c'est génial. Alors, moi, je trouve parce que on est tous dans la même galère. Bon, nous on est lecteurs, vous êtes auteurs, mais bon, au final. Ben oui, mais on est lecteur aussi, hein. Donc moi j'ai adoré dans les salons. Ce qui nous a fait plaisir aussi, c'est de rencontrer d'autres auteurs, de pouvoir acheter leurs livres, d'échanger avec eux, et pour le coup, c'est au salon de Vannes. Alors on est assez fan de Françoise Sagan. Et au salon de Vannes, on était assis à côté de son fils.
D'accord. Donc qui est auteur lui-même, enfin, et qui a fait beaucoup d'ouvrages sur sa mère. Et enfin, on s'est dit, c'est incroyable, quoi, de pouvoir échanger avec notre voisin sur Françoise Sagan. Et de l'autre côté, on était à côté alors auteur, autrice, je sais jamais ce qu'il faut dire, que j'avais lu quand j'étais adolescent, qui s'appelle Catherine Hermary-Vieille. Et bah pareil, quand j'avais 14 ans et que je lisais ces bouquins, jamais j'aurais imaginé être un jour assis à côté d'elle et parler avec elle. Donc ouais, il y a tout cet univers qu'on découvre encore, hein, et qui est vraiment bah, très agréable, vraiment très agréable. Il y a Virginie Grimaldi aussi qui est passée devant notre stand et puis qui nous a pris un bouquin, tu vois, c'est vachement gentil. Et elle était avec sa mère qui nous a aussi pris un bouquin. Tu vois, donc elle est très sympa, Virginie. Ouais, oui. Disons que c'est ce qu'il disait tout à l'heure sur l'espèce de bienveillance comme ça des autres auteurs. C'était pas quelque chose qu'on avait imaginé, quoi. Oui, ben c'est vrai qu'on s'était pas posé la question, mais oui, tout ça se fait dans une ambiance plutôt bon enfant et bah nous on découvre encore tout ça avec nos petits yeux de Candide, hein. Et je me rappelle au salon de Vannes, on était donc à table avec les auteurs Cherche Midi, et puis on regarde à gauche il y avait Virginie Grimaldi, à droite il y avait Yann Kefelec et Michel Bussy, enfin il y a Mélissa d'Acosta là, enfin on rentrait du salon en bus, dans le bus on était assis à côté de Bernard Werber, de Mélissa d'Acosta. Et ben, on se dit, ben, c'est dingue. Et tout le monde se parle tout à fait, ben, normalement, quoi. Donc, mais il y a vraiment cette bonne entente qui nous ravit. Ah oui, complètement. Je comprends, hein. Effectivement, il y a une bienveillance dans le milieu qu'on n'a pas, on n'imagine pas, en fait, de l'extérieur, peut-être. C'est ça. Ouais, je pense qu'on imagine quelque chose de plus compétitif, enfin un truc, et en fait pas du tout. Alors peut-être qu'il y a aussi, hein, bon. Ou alors c'est tous des sacrés hypocrites. Ou c'est juste qu'on leur fait pas peur. Oh, je pense qu'il doit y avoir des têtes, quoi. Il doit y avoir des gens qui ont la grosse tête, mais peut-être que vous n'êtes pas tombé sur eux. C'est ça qui est bien aussi. Mais peut-être, mais en tout cas on les a pas rencontrés, mais ouais. Non. Mais bon, ça doit exister. Ouais, ça doit exister, mais c'est tellement. Mais c'est vrai que ça, enfin, bah là, enfin voilà, on a un livre qui sort demain et il y a quand même, il y a quand même ce stress, quoi. Donc je me dis, franchement, j'ai du mal à imaginer qu'il y ait pas un auteur qui angoisse pour la sortie d'un livre. Enfin, ça me paraît très improbable, quoi. Donc, vos projets pour la suite, vous avez une tournée, on va faire comme les grandes stars. Vous avez une tournée à la Bruce Springsteen? Ah bah, pour le coup, on a une sacrée tournée de prévue, et encore, nous a-t-on précisé, ça c'est jusqu'en juin. Donc après, ils vont commencer petit à petit à nous donner les dates pour la suite. Et puis à un moment, on disait mais là en fait il y a un petit, enfin c'est bien, on a en fait, ouais, il y a un petit trou là, mais pour nous c'était pas mal parce qu'on pouvait se reposer un petit peu. Et il nous dit non mais si vous voulez, on vous remplit, on en met. Mais on dit non ça va en fait, c'est pas ce qu'on voulait dire, quoi. Non c'est bien, on va être très occupés là déjà. Et puis après, je pense que c'est après l'été, donc ça reprend, j'imagine. Je pense. Mais là, jusqu'en juin, on va être bien occupé. On attend un film en plus qui doit arriver en mai-juin, donc en doublage. Donc on va vraiment être bien occupé. Et oui, j'ai vu poser une question. Est-ce que vous allez vous consacrer uniquement à vos romans? Oui, si un jour vous allez vivre de ça, je pense que c'était la question. Ouais, bah ça franchement.
Tant qu'on si on nous propose un super gros projet, là, on a fait Dune et on fera le deuxième. Enfin, on nous proposera et je pense qu'on dira oui. Il n'y a aucune raison qu'on dise non. Si on nous propose des super gros projets, je ne vois pas dire non quand même. Là, pour l'instant. Hein, après, je sais pas. Si en plus, on a justement le luxe de pouvoir dire non à des choses qui nous intéressent moins. Donc après, là, on a fait Scream 4 qui est sorti en janvier. Non, c'est le 5. Je crois que c'est le 5. Oui, ça doit être le 5. Oui. Ouais, mais il s'appelle pas Scream 5, il s'appelle Scream tout court. Enfin bref. Oui, voilà. Oui, c'est le Ouais, pour moi c'était vachement bien de faire ce film parce que moi Scream c'est sorti, j'étais ado, moi aussi. C'est ça, c'est mon adolescence, donc je pensais pas à l'époque quand j'ai vu les premiers au cinéma que j'adapterais le 5e volet. Pareil pour Christian avec Dune. Dune pour le coup, moi c'est voilà, j'avais lu les romans, j'avais vu le film dans les années 80. S'il y a alors pour le coup, on a aussi dû refuser un projet sur lequel on s'était engagé et puis le film était à faire pendant la relecture des épreuves. Donc là, on a dû se désister et pour le coup, c'était la Paramount. Ils ont été très très cool. Ils ont accepté qu'on se décide. J'ai fait la bande-annonce du film et vraiment ça a été vraiment à regret quoi, parce que ce travail on l'adore. Hein. Donc et on veut pas non plus, on veut pas être obligé de faire des livres qui marchent et un livre tous les 2 ans qui marche pour. Alors, on préfère qu'il marche, mais s'il marche pas, on veut pas se mettre dans une situation financière compliquée qui nous obligera peut-être à écrire du coup quelque chose tout de suite très vite. Voilà, qu'on n'aime pas trop, mais allez, il faut le finir, on finit celui-là parce que on a un contrat. Et c'est vraiment tout ce qu'on veut pas, quoi. Donc on se dit, si on peut avoir ces 2 activités, chacune des 2 activités dédramatise un petit peu l'autre. On se dit bon de toute façon, voilà, on a le doublage, hein, c'est très bien, on adore notre boulot. Et puis d'un autre côté, en doublage, si on nous propose rien pendant quelques temps, on se dit c'est pas grave, on écrit un roman, voilà. Donc ouais. Donc c'est assez idéal de pouvoir faire les 2. Après, c'est sûr qu'on pourra plus écrire faire du doublage comme on en a fait, c'est pas possible. Oui, il y a un moment, ne serait-ce que pour le temps, au niveau de la gestion du temps, ce sera pas possible, en tout cas, de faire. À une époque, oui, on faisait 14 films par an. Donc là, ça va pas être possible. Mais oui, si on peut continuer et si on nous propose des produits qui nous intéressent, des films qui nous intéressent, là pour l'instant. Et ça nous permet aussi de prendre du recul sur America, par exemple. On a adapté Dune pendant. Voilà, on passe 3 semaines sur Dune, sur la planète Arrakis pour le coup. Quand on revient avec Amy, voilà, on a un œil frais aussi, donc c'est pas mal. De toute façon, il faut qu'on fasse des petites pauses au fur et à mesure de l'écriture pour pouvoir y revenir et relire. On reprend tout depuis le début, on relit tout depuis le début et avec ce regard un peu plus neuf. Quoi. Donc ouais, si on peut continuer à faire les 2, ce sera vraiment parfait. Mais après, et puis c'est pareil. Là, si le deuxième fonctionne aussi bien qu'Alabama et que tous fonctionnent aussi bien, voilà, financièrement, on pourrait s'arrêter quoi. Mais le truc, c'est qu'on n'a pas envie de cette pression là sur les épaules quoi, de juste avoir cette activité là. Si un jour les lecteurs sont pas au rendez-vous, il faut. Comme disait ma grand-mère, il faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Très sage décision. Je comprends. Donc voilà. Après, je sais qu'il y en a qui voudraient que vous écriviez un livre tous les ans, mais c'est normal. Ça, c'est le lecteur qui a moi envie de vous lire tous les ans. Mais je comprends, à la limite, j'ai envie de vous dire, si vous nous sortez un Alabama et un America tous les 2 ans, moi, ça me va aussi. Parce qu'au final, c'est. C'est gentil. C'est gentil. C'est gentil. Et puis oui, de toute façon, il faut le temps que ça mûrisse, il faut le temps. On a besoin aussi de recul, de pouvoir se relire 1 ou 2 mois après. Là, on a changé pas mal de choses. Par exemple, dans America, il y avait une rencontre en plus au début qu'on a
et ça faisait beaucoup de rencontres qui s'enchaînaient. C'était un peu trop. Un peu trop. On avait l'impression à la limite que ça allait jamais s'arrêter. Enfin, il y avait un truc qui allait pas au niveau de la structure, quoi. Et ça, on l'avait pas anticipé quand on avait écrit le plan. C'est toujours pareil, voilà. Quand on voit le plan, ça a l'air très bien, et puis quand on l'écrit, et après quand on le relit, c'est encore différent. Et on a pris le temps de changer tout ça. Ça aussi, ça nous a fait plaisir parce que en fait, c'est quelque chose quand on a fait lire à notre éditeur notre premier jet, on savait qu'il y avait. Oui, parce que pour le coup, du coup, à un moment, quand il nous a dit qu'il avait arrêté la date, on s'est dit, il faut absolument qu'il lise quelque chose. Et effectivement, on lui a fait lire notre premier jet. Et on savait qu'il y avait ce truc-là, ça nous gênait, on allait changer quoi qu'il arrive, quoi. Et la seule chose qu'il nous a dite de négatif, si on peut dire, c'est il y a peut-être une rencontre de trop, voilà. Et on était tout à fait d'accord et on s'est dit mais on est vraiment fait pour s'entendre quoi avec lui. Et bref, on a pris le temps de faire ça et heureusement voilà, on n'était pas tenu de livrer notre manuscrit 3 jours après quoi. Un an, ça me paraît quand même très très peu comme délai, très très court pour oui parce que pour imaginer, pour construire, pour écrire. Alors je sais pas comment font les gens, je sais pas comment ils font. Franchement, hein, en un an, ça me paraît. Bah oui, si en plus on a une famille, si en plus on a un job, on parle même pas. Je sais pas comment font les gens. Ou alors on est très mal organisé. Oui. On est lent. Peut-être qu'on est lent. Non, je pense pas que vous êtes lent. Je pense que c'est parce que vous êtes deux aussi. Et que il y a ça, et peut-être aussi parce que vous réfléchissez à toutes vos phrases, enfin, ou ce qu'on disait tout à l'heure. Ah. Là, on t'a pas entendu, la communication a été coupée. Ça fait trop longtemps qu'on est en train de parler. Ah. Non, c'est pas vrai, hein, c'est pas vrai. Ah bon? Non, ça coupe pas. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Non, peut-être qu'il y a ça aussi. Oui, voilà, vous êtes perfectionniste. Vos phrases sont, vous les réfléchissez chaque phrase. Je pense que c'est ça qui fait que la beauté de vos livres et le temps qu'il vous faut aussi pour les rédiger, pour les construire, peut-être. Je sais pas. C'est vrai que, pour le coup, on a vraiment le souci du mot juste. Parce que on se dit qu'en très peu de mots, finalement, on peut dire beaucoup de choses. Et à chaque fois, on est dans cette économie-là d'aller au mot juste, de pas mettre 3 synonymes, de mettre le bon mot, quoi. Un seul adjectif, mais le bon. Et pas dire, voilà, je sais pas, j'ai pas d'exemple vraiment là, mais moi non plus, j'ai jamais d'exemple au bon moment. On se rappelle demain, on te donnera un exemple. Mais oui, on essaye toujours d'aller au plus simple et au plus précis, quoi. Mais c'est vrai, mais je pense qu'on l'avait déjà dit aussi, notre principale préoccupation, c'est de pas ennuyer le lecteur. On se dit toujours, voilà, il faut pas l'ennuyer. Il a été assez sympa pour lire notre livre, donc on va pas le noyer sous des choses qui servent à rien, quoi. Moi, je m'ennuie assez facilement quand je lis, honnêtement. Donc on n'est pas, enfin, je suis pas fan, par exemple, de très longues descriptions. Après, c'est subjectif, hein, c'est vraiment. Il peut y avoir des romans où il y a des pages de description et je vais les avaler et je vais trouver ça super. Mais en règle générale, c'est pas ce que je préfère dans un roman. C'est vrai que j'aime bien les dialogues. Un roman où il y a aucun dialogue, par exemple, ça me gêne un petit peu. Enfin, c'est compliqué, quoi. Voilà. Bon, après, mais après, les dialogues, c'est aussi, c'est notre truc. Donc, c'est notre truc. Oui, on adore ça, quoi. Et puis c'est ce qu'on fait là, moins, mais c'est ce qu'on a fait toute la journée pendant des années et des années. Donc, et puis c'est pareil dans les dialogues, on sait aussi qu'on peut faire passer tellement de choses, tellement d'émotions, d'informations. En une réplique, on peut dire énormément de choses. Donc on veut pas de bavardage, on veut pas de description inutile. Il nous semble que quand on lit un livre, on essaie plus ou moins consciemment de retenir un petit peu tout ce qu'on lit parce qu'on se dit que ça peut servir à un moment. Et écrire des pages. Et si ça sert à rien. Si ça sert à rien, ouais, c'est un peu.
On aime bien quand il y a quelque chose qui a l'air comme ça d'être gratuit, puis quelques pages après, il y a un truc qui revient et on se dit ah mais c'est pour ça en fait qui m'a dit ça à ce moment-là. Voilà, bref, on essaie de pas ennuyer les gens et de pas écrire. Et oui, on est un peu, c'est sûr, mais en doublage aussi, hein, franchement. Oui, là, je ne peux qu'acquiescer. Mais en fait, je crois que le métier qu'on ferait, oui, on voudrait bien le faire, quoi. Oui, si on avait été peintre en bâtiment, on aurait vraiment tenu à ce qu'il n'y ait pas une coulure, pas un truc. On aurait été. On aime le travail bien fait. Ouais, je pense qu'on bien fait pour nous. Hein. Il nous semble que voilà. Après pour nous. C'est évident là-dessus. Il nous semble que c'est le meilleur roman qu'on pouvait écrire nous avec ce sujet-là. À ce moment-là. À ce moment-là. Voilà. Peut-être que quand on le relira, si on le relit dans 10 ans, voilà, on verra plein de choses. Mais en tout cas, à cet instant, on a écrit vraiment le roman qu'on avait envie d'écrire. Oui, il y a ça aussi. C'est on se lance dans l'écriture, on a une idée un petit peu de ce que ça pourrait être. Et ça doit pas être aussi fréquent où on arrive à la fin, on se dit c'est vraiment ça qu'on voulait faire. Il y a toutes les couleurs un petit peu qu'on imaginait. Ça ressemble vraiment au roman. À l'idée qu'on avait dans la tête avant de le commencer. Donc c'est pour ça qu'on disait on peut pas avoir de regrets. Voilà, ce roman j'adore et ouais, je pense pas qu'on aura de regrets, quoi. C'est vraiment l'histoire qu'on avait en tête. Avec cette petite gamine à la fois naïve et mûre, un peu effrontée par moments. Justement, les enfants. Donc, et puis il y avait des choses aussi, là où c'était compliqué aussi, c'est que des fois elle comprend pas forcément. Il y a des choses qu'elle est pas en âge de comprendre. Donc du coup elle a des réflexions un petit peu amusantes parce qu'on lui dit des choses, mais elle passe un petit peu à côté. Ouais. Donc pour le lecteur ça peut être drôle, mais voilà, c'était une difficulté aussi, c'est que elle a pas l'âge de comprendre forcément tout ce qui se dit. Elle parle parfois avec des adultes. Voilà, elle entend des choses. Où elle entend des choses et elle comprend pas forcément les sous-entendus, tous les sous-entendus. Mais voilà, ce qui pouvait être pas une faiblesse, mais en tout cas une difficulté au départ, on a essayé d'en faire un point fort et que ce soit drôle, quoi. Toutes ces choses qu'elle n'est pas en âge de comprendre, finalement, tant qu'à faire, et fallait s'en servir, quoi. Oui. Et franchement, c'est très très réussi. Moi j'adorais. Et puis je pense que vous allez avoir beaucoup de retours positifs parce que, comme je disais tout à l'heure, on se voit dans la voiture avec elle à côté, qui nous raconte son histoire. Merci. Et c'est super. Tu touches du bois. Ouais, je touche aussi du bois. Oui, tu touches du bois. On fait le petit lancement. Je vais préparer mon petit avion. J'ai préparé mon petit livre. Alors, j'ai peur que votre téléphone soit en train de se décharger parce que je vois que des fois vous mouvez un petit peu. Alors, je regarde. Est-ce que parce qu'on a des. Mais non, il est rechargé à fond. Bon, bah alors c'est pas ça, je sais pas. Est-ce que ça nous donne un message pour arrêter? On est loin, on est au bout du monde, on est au bout de la terre et parfois les communications. De la Bretagne. Ouais. Ah, mais vous n'êtes pas au bout du monde, vous êtes en France. Oui. On est en endroit qui s'appelle le bout de la terre. Ah. Voilà, on est vraiment au bout de la pointe. Mais après, oui, je comprends. Vous avez peut-être des moments où il y a moins de réseau, des choses comme ça, quoi. Mais bon. Oui, c'est possible de débrancher. Peut-être que c'est parce qu'il est déchargé. Hop. Est-ce que ça va mieux? Forcément. Je sais pas. Non, mais je vais pas vous prendre. Ça fait déjà 2 heures. Moi, je resterai encore 1 heure à vous écouter. Ça fait 2 heures. Aucune idée. 2 heures que vous êtes là. Vous êtes passionnant. Je vous l'avais déjà dit. Tout le monde a dû partir. On discute à 3 en fait. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. Moi, je pourrais vous écouter des heures. Hein. Mais de toute façon, on va encore parler samedi. J'ai plein de questions à vous poser. Oui. Ouais.
parce que sinon, je pense que là, on va rester encore des heures et des heures, parce que il y a plein de questions. Je pense que, d'une manière générale, j'ai des questions, mais je n'ai pas envie de poser aussi. Forcément, ça va relever un petit peu l'histoire, et c'est pas le but. Le but, c'est que chacun Mais voilà, découvre. c'est très frustrant pour nous aussi parce qu'en fait, on ne peut dire que des généralités sur ce roman. On peut pas rentrer dans les détails parce qu'évidemment, il y a plein de belles surprises. Il est pas sorti et on veut pas. Voilà, il y a des gens qui nous ont, il y a des gens qui nous ont dit qu'ils avaient préféré ne pas lire la 4e de couverture pour si ne vous pas pouvez savoir. éviter de lire la 4e de couverture, c'est pas plus mal. Voilà. Si vous nous faites confiance. Je suis d'accord. Après, on n'avait pas vraiment le choix non plus. Enfin, on avait le choix. Le Cherche Midi nous a donné le choix. Alors, mais t'es là, oui. Mais c'était puisque c'était c'est pas un roman de Guillaume Musso, les gens l'achètent pas les yeux fermés non plus. Donc il faut aussi donner envie un petit peu aux gens de le lire, quoi. Donc c'est toute la difficulté, c'est en dire assez pour donner envie, mais pas trop pour pas gâcher le plaisir. Bon, il se trouve que là, il y a tellement, évidemment, donc elle croise la route de Bruce Springsteen, mais il y a tellement d'autres choses, tellement d'autres rencontres, voilà, qu'on s'est lâché cette petite info. Indiscrétion. Voilà, qui. Plus de choses que. Qui se passe, oui. Oui, j'allais dire, mais de toute façon, moi je lis jamais les 4e en général parce que effectivement j'ai peur que ça me dise trop. Moi, je prends les. J'ai un peu du mal. Mais de toute façon, il n'y a pas besoin de la 4e. Hein. On voit l'image et je pense qu'on sait de quoi ça parle. C'est ça qui est bien aussi. Oui, on va finir par casser le téléphone. Non, on n'a peut-être pas besoin de l'enceinte, je sais pas. On va essayer ça. Attends. Enfin, pas l'enceinte, les écouteurs. Voilà, on va essayer ça. Est-ce qu'il y a problème de son? Non, il n'y a pas de problème. Il y a plein de commentaires qui disent que de toute façon, tout le monde va l'acheter les yeux fermés. Parce que c'est vous, parce que vous nous avez. Alors, on ne voit pas les commentaires. Hein. Par contre, ouvrez les yeux. Vaut mieux. Ouais, c'est compliqué. Ah, il est tard. Non, mais c'est vrai, tu as raison. C'est vrai que moi, je dis souvent, achetez-le les yeux fermés, mais ouvrez-les grands pour le lire, parce que il faut rien rater, mais quand on dit l'acheter les yeux fermés. Non, mais c'est vrai, il faut le découvrir. Et allez, avant que votre téléphone se casse et que le réseau se perde, je vais faire un petit lancement avion, donc pour des milliers de livres, et puis on va essayer d'aller autant que Joël Dicker, parce qu'on en parle beaucoup. Hein? Ouais. Vous êtes les futurs. Moi je dis, vous êtes les futurs à Joël Dicker. Fais dessus avant. C'est ce que m'a dit mon fils. Il faut chauffer l'air avant. Voilà. Allez. Ça y est, c'est bon. Il a bien roulé en plus. Bon, mais en tout cas, moi je pense qu'il va avoir un super succès. Effectivement, c'était risqué de changer de genre, mais parce que vous êtes passé du polar à une histoire autre. Mais ce que j'aime, c'est que ici, on a un message qui nous reste à la fin, qui est peut-être pas le même que dans Alabama, puisqu'Alabama, c'est une histoire, elle s'arrête. C'est une amitié qui continue, mais nous, on n'est pas là-dedans. Alors qu'ici, vous continuez à nous laisser ce message que je ne dirai pas, puisque je ne veux pas spoiler, mais qui est un message d'amour. Et je pense que c'est ça qu'on va retenir de votre livre une fois avoir tourné la dernière page et nous dire « Ah, déjà !» Et voilà, c'est ce que... Bon, c'est très gentil en tout cas. Merci beaucoup. C'est vraiment adorable. Et vous êtes toujours aussi passionnant. Alors, vous savez, quand on commence à parler, on vous écoute. Donc, effectivement, là, ça fait plus de 2 heures qu'on vous écoute. Ouais. Même. Ils se sont endormis. Ouais. Mais ça, oui, on prend plus de temps parce qu'on est 2 aussi. Mais... Je suis pas sûre. Bon.
Bah, en tout cas, merci. Et puis merci à tous les gens qui ont eu la gentillesse et la patience de nous écouter. Mais je pense qu'il y a des personnes qui vont vous écouter surtout à replay, parce que tu me disais par rapport à la soirée, ça dépend s'ils sont disponibles ou pas. Et donc voilà, il y aura peut-être sûrement plus de personnes qui regarderont le replay, qui sera plus simple. Et en tout cas, merci beaucoup et à bientôt. Et merci à toi. Merci à toi. Et à bientôt. Longue vie, America. Bah, merci. God bless America. Oui, c'est ça. Complètement. Merci, bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Au revoir à tous.